Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast de la Maison Yougi. Je suis Pierre-Alain Baucher, je suis coach professionnel et associé au sein de Maison Yougi. Et je suis accompagné de mon indissociable associé, Julie Guarinos. Bonjour. Bonjour Julie. Julie qui est psychologue intégrative et qui intervient donc avec moi, on intervient ensemble dans l'accompagnement des entreprises, des dirigeants, des managers pour travailler sur ce qui se passe à l'intérieur de leur collectif, pour travailler sur les relations, pour permettre de travailler de manière plus efficace ensemble et aussi avec plus de plaisir. Et nous avons donc l'honneur et le privilège de pouvoir avoir ce premier podcast ensemble, podcast qui est destiné à partager nos méthodes d'accompagnement, nos façons de faire, et puis également partager pour approfondir les modes de fonctionnement de l'être humain. Et pour cela, nous invitons des personnalités qui ont des pratiques et des expériences différentes des nôtres pour pouvoir justement partager autour de leur mode de fonctionnement et de leur mode d'accompagnement. Et pour ce premier épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Leslie Humbert. Bonjour Leslie. Bonjour. Leslie qui est counselor et également coach en psychosomatique. C'est ça. Leslie, ton parcours nous interpelle particulièrement parce que comme beaucoup d'accompagnants, tu as deux vies. Une première qui est d'être danseuse professionnelle avec une carrière à l'international et puis un changement de carrière, un changement de vie qui t'a conduit à devenir, à rentrer dans ce monde de l'accompagnement avec, je l'ai dit, en étant counselor et coach en psychosomatique. C'est des termes qu'on ne connaît pas très bien en France et pour une raison toute particulière, c'est que tu as fait une grande partie de ta carrière à l'étranger et que tu reviens depuis peu de temps en France. Donc déjà, welcome back. Merci, thank you. Et on a envie avant tout d'en savoir plus. Comment tu es arrivé à changer de vie et donc connaître ton parcours personnel. Comme tu l'as si bien dit, Pierre-Alain, j'étais danseuse pendant 20 ans à l'étranger. Et comme tout le monde, on a des choses qui se passent, des événements qui se passent, comme la perte d'un proche ou soudainement un burn-out. Et donc, j'étais un petit peu obligée de me pencher vers moi-même et pas trop sur ma carrière et sur ce besoin d'avancer toujours dans la danse. Et donc là, j'ai eu la chance de rencontrer une nana extraordinaire qui est thérapeute et qui se sert en fait de la thérapie brain spotting, qui est vraiment basée sur les traumatismes, sur l'inconscient, sur le cerveau, le mouvement de l'œil. Il y a aussi une branche du EMDR. Généralement, les gens connaissent ça, EMDR en anglais. Et en français, EMDR. EMDR, voilà, pardon. Et donc, à partir de là, il y a eu une évolution de dingue, une rétrospection de moi, une conscience, et surtout comprendre comment le cerveau et le système nerveux fonctionnent. Et moi, j'ai découvert des choses sur moi, j'ai régulé des choses que je ne savais pas qui étaient présentes dans mon corps. Donc, on va parler de transgénérationnel, on va parler de choses qui sont passées dans le ventre de ma mère, de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça m'a un peu déviée sur ma carrière de danseuse et je me suis dit, OK, il est temps de lâcher et puis d'apprendre encore plus. Donc, continuer à faire de la thérapie et à côté de ça, étudier. Donc, j'ai voulu vraiment me pencher sur la somatique. Donc, c'est ça, le corps, le ressenti du corps. Et aussi, donc, le counseling. Être counselor, c'est un titre qui n'est pas connu, effectivement, en France. Pas du tout. D'ailleurs, tu es la première counselor qu'on a rencontrée. Écoute, Il en fallait une. Il en fallait une. Oui, en fait, on va le traduire conseillère en français, mais bon, j'ai quand même fait 3 ans d'études dans une école privée. Le counselor, ça vient de l'Amérique, mais il y en a aussi aux Pays-Bas. Moi, c'est aux Pays-Bas que j'ai étudié ça. Et donc, on va accompagner. On va accompagner la personne. Le counselor, il va se positionner entre le coach et le thérapeute. Donc, je ne vais pas te donner de diagnostic, je ne vais pas te donner de conseils directs, mais je vais accompagner la personne à ce qu'elle reflète. Moi, je vais lui poser des questions. On va chercher d'autres perspectives qui va aider en fait la personne à être conducteur, à être vraiment en main de son propre développement et bien sûr sa guérison. Le counseling, c'est vraiment le côté cognitif. On va faire des tests, on va faire des exercices, on va explorer ensemble. Et moi, bien évidemment, je apporte la somatique, le coaching somatique. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je parle de ça ?
On parle de mémoire cellulaire, du passé. Ou des schémas de comportement, des choses qui se passent dans ta vie qui se répètent et tu sais pas pourquoi. Et ça fait des années que je fais de la thérapie, mais ça continue à se répéter. Et pourquoi? Parce que c'est dans ton corps encore. Donc c'est ça que Tu as j'aime. évoqué déjà plein de choses qu'on a besoin Oui. qu'on va pouvoir aborder et on Oui. va pouvoir creuser en détail sur D'accord. la mémoire cellulaire, ce Oui, qui se bien passe au niveau sûr. de notre corps, comment on devient soi à travers notre construction, notre histoire. Donc évidemment à travers justement la formation que tu as pu faire, hein, les 3 ans que tu as passé pour étudier ce métier de counselor, que tu as ensuite complété avec d'autres approches. Donc là, je comprends que la somatique, c'est en plus du métier de counselor, hein, c'est quelque chose que tu viens apporter avec ta propre patte. Souvent dans les métiers de l'accompagnement, il y a bien sûr nos connaissances, nos méthodologies que l'on apprend, mais on se nourrit aussi énormément, bien sûr, de sa propre expérience Complètement. personnelle. Complètement. Et justement, comment C'est la base. dans ta vie de danseuse, ta vie personnelle, comment tu mets qu'est-ce que tu utilises justement dans ta pratique professionnelle aujourd'hui qui vient de ton expérience personnelle, de ton parcours? En fait, c'est pas que tu utilises, mais c'est que y a une réciprocité qui se fait naturellement. Moi, la personne, elle va me partager quelque chose, et vu mon parcours et vu jusqu'où moi je régresse dans mes thérapies que je reçois, donc c'est-à-dire jusqu'à l'embryon, Mmh. voilà. Alors, c'est pas toi qui régresses, Non, mais disons que c'est un état. comment tu reviens dans Ouais, tu reviens dans une dans mémoire, l'histoire. et puis bien évidemment, l'esprit ne s'en rappelle pas. Mais il y a un ressenti, quelque chose, voilà, ça peut être des émotions, ça peut être des mouvements, mon corps va Mmh. bouger, Mmh. involontairement. Involontairement, je le précise, c'est pas une décision consciencieuse. Donc moi, j'ai découvert tout ça pendant des années, ça fait 10 ans que je fais ça. Et donc, peu importe ce qu'on va m'amener, en fait, peu importe ce que la personne en face de moi va m'amener, je vais le comprendre. Parce que moi, j'ai eu un parcours vraiment très long et très profond depuis 10 ans. Mmh. Donc, c'est pas que je l'utilise consciemment, mais c'est naturel. Je veux dire, Naturel. il y a une réciprocité qui est là, quoi, automatiquement. Je te mets au service là, de l'accompagnement. C'est en une étant- facilité. Ouais. Quand tu sais de quoi je parle, ouais, je comprends. Et la personne va le sentir. Ah, elle comprend ce que je dis. Julie, comment ça résonne par Comment ça rapport résonne à nos accompagnements? Nous, on parle d'un accompagnement intégratif. Mhm. Qu'est-ce que tu peux nous en Intégratif, dire? pour nous, intégratif, c'est vraiment allier le corps, l'esprit. Et c'est vrai que dans toutes nos pratiques, finalement, on va aussi dans ces ressentis-là, à aller se connecter au corps pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et le corps, pour nous, le corps, il ment jamais. Et c'est lui qu'il faut écouter en premier, en fait. Souvent, il fait des petites alertes et on les écoute pas. On a tendance à pas les écouter. Et c'est vraiment dommage parce que finalement, il est toujours là pour nous informer de quelque chose. Et après, c'est vrai qu'il faut prendre ce temps pour aller à l'intérieur. Et ce qui résonne, moi, dans le parcours de Leslie, c'est surtout ce besoin d'aller aussi explorer moi à l'intérieur de moi depuis 10 ou 15 ans pour pouvoir encore mieux accompagner. En effet, je pense que quand on est passé par ce chemin, ça permet vraiment de mieux comprendre les autres. Bien sûr, on ne peut pas tout vivre pour tout accompagner, mais déjà, quand on fait ce chemin vers soi, ça a une grande utilité pour pouvoir accompagner les autres. Et je pense vraiment pour être en santé, pour être en paix, pour être en équilibre de vie, que ce soit personnel ou professionnel, parce que nous, on accompagne aussi les dirigeants, les managers au sein des entreprises, mais finalement, ça reste des individus à part entière qui ont un même fonctionnement qu'un individu grand public. On le dissocie pas. On intervient dans ce champ-là, mais en fait, ce sont des individus qui ont un fonctionnement propre et singulier, mais aussi commun à tous les autres individus. Il n'y a pas donc deux vies, une vie d'être humain personnelle et une vie professionnelle. Tout est relié et nos comportements qu'on va avoir au sein de notre entreprise, ils reflètent aussi notre propre histoire, nos propres bagages, nos propres peurs, nos propres traumatismes. Et en fait, moi, je trouve ça magnifique et fabuleux de pouvoir avoir accès à cette intériorité pour être mieux avec les autres. Et la santé, pour moi, elle passe, et c'est pas un mouvement égoïste, par je regarde à l'intérieur de moi, je prends conscience, je mets des choses en paix là où c'est bloqué, figé, et ensuite je peux aller vers l'autre et je comprends mieux l'autre, j'accueille mieux l'autre, et donc l'autre me fait moins peur. Parce qu'en fait, il y a une grande question d'altérité, je pense. La différence fait peur. Donc en entreprise, si mon collègue il réagit différemment, si je sens qu'il y a un conflit, une tension, ça va être quelque chose qui va être... qui va générer quelque chose à l'intérieur de moi. Mon système nerveux, il va se mettre en panique, en sécurité, il va bloquer. Je vais plus savoir comment faire.
Alors que si je commence à regarder à l'intérieur de moi comment je fonctionne, j'ai moins d'appréhension après pour aller vers les autres. Je pense que c'est un beau cadeau. Et souvent, ça arrive dans un parcours de vie, dans, comme tu disais, des moments où on a des difficultés personnelles ou de santé qui font qu'on fait ce mouvement-là. Parce que quand on est jeune, on a la jeunesse, et puis on a la force, on a l'envie, on a l'entrain. Et quand il n'y a pas d'accident de vie, en général, on ne prend pas ce temps-là parce qu'on est dans un élan, on a une éducation, une construction, des croyances, des valeurs, on vit dans un environnement qui nous façonne. Donc pendant, je pense, 20 ans, on est façonné. Et après, on passe les 20 autres années à trouver sa propre identité déjà. Et ensuite, là, il y a les 40 ans qui arrivent à ce moment-là. Les 40 ans qui arrivent, il y a une étape. La crise de la quarantaine, je pense que ça existe vraiment. Dans le sens où c'est pas une crise, mais c'est un besoin profond. Il y a quelque chose, je pense, qui crée à l'intérieur, de regarder à l'intérieur de soi et d'être juste, d'être le plus en paix avec soi-même, ne plus porter des masques, ne plus jouer des rôles et vivre, expérimenter sa propre vie, connecter à son propre être. Et voilà, je pense que c'est ce qui résonne le plus dans ce qu'on vient de partager dès le départ. Si on continue sur cette approche, la connaissance de tes modes de fonctionnement, de tes pratiques, et qu'on rentre un peu dans le concret du type de clients. C'est des clients, c'est des patients. C'est des personnes. C'est des personnes. Des humains. C'est des humains qui viennent te voir. Je ne supporte pas clients, patients, non, pas possible. Donc tu travailles avec des personnes, avec des êtres humains. Avec des êtres humains, okay. De tout âge. Okay. C'est déjà un bon point de départ. Et alors, pourquoi ils viennent te voir ? Quel est le contexte de leur demande ? Comment tu interviens à ce moment-là ? Ça dépend. Alors, effectivement, j'ai un passé de danseuse, donc j'ai aussi mon network, comme on dit, c'est aussi beaucoup. Je travaille pour une réseau en français. Mon réseau. Je travaille déjà pour une université d'art aux Pays-Bas en tant que coach et mentor. Et à côté de ça, de bouche à oreille, mon site internet, ce que j'ai posté sur Instagram. Après, moi, les réseaux, je suis pas trop non plus dessus, mais c'est vraiment généralement. Les personnes ont fait déjà quelques années de thérapie cognitive. D'accord. Donc déjà, là, une première approche. Voilà, et ils ont un ressenti de OK, je suis brûlée, je suis fatiguée, mes relations amoureuses ne passent pas bien, je ressens que je suis beaucoup dans l'émotion. Enfin, il y a quand même une espèce de conscience avec le ressenti, les émotions, le corps. Une forme de mal-être qui se clairement un mal-être, voilà. Ouais. Oui, c'est rare que ce sont des personnes qui n'ont jamais vraiment fait de thérapie. Après, il n'y a pas de type de personne. Faut le faire au ressenti. Tu vois un site internet, tu vois une vidéo. Tu sens, ça m'interpelle. Par-delà, ça suffit. Et le type de demande ? Donc, tu parles d'une notion de mal-être qui est à l'initiative de la prise de contact. Ouais, souvent, ça a été du burn-out, des dépressions, ou alors une conscience qu'il y a un problème dans la famille, quelque chose qui n'a pas été résolu dans l'enfance. Parce que je travaille aussi forcément avec l'enfant intérieur. Et donc, c'est des personnes qui ont déjà cheminé un petit peu pour justement se rendre compte. Oui. C'est déjà des prises de conscience assez fortes, Julie, quand on intervient dans le monde de l'entreprise, qui n'est pas forcément tout le temps très ouvert au monde du développement, de la connaissance de soi, de l'introspection, du regard intérieur. On rencontre des personnes qui sont un peu déconnectées de ça, c'est-à-dire entre ce qu'ils ressentent et le rattacher à mon histoire de vie, mes expériences et notamment ce qui s'est passé dans l'enfance et la plus tendre enfance. On n'a pas toujours ce type de retour. Non, pas toujours ce type de retour. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout conscience de tout ça et c'est loin d'eux. Et je trouve que les interventions, elles servent aussi à ça. Quelque part, on accompagne, on forme à la relation humaine, au lien. Mais je pense que c'est des belles prises de conscience pour chacun, qu'à un moment, c'est important, comme on disait tout à l'heure, de revenir à soi et d'essayer de comprendre son fonctionnement émotionnel, relationnel, son fonctionnement nerveux, biologique. Et ça apportera toujours aux autres, en fait. Et c'est vrai qu'on a ce regard où il y a beaucoup de gens qui sont complètement déconnectés. Et il y a aussi cette idée que dans l'entreprise, il n'y a pas d'espace pour l'humain et pour le personnel. C'est-à-dire, j'ai traversé une maladie, je reviens à un post-cancer, il faut que je reprenne comme si ne rien n'était, alors qu'en fait, je suis transformée. Et c'est important de prendre en considération cette transformation, mais surtout qu'il y ait des espaces pour les personnes pour qu'elles puissent
évoquer tout ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de tabous autour de la santé, autour des émotions. Quand on intervient en formation, on le voit à quel point l'émotionnel, c'est quelque chose... Oh là là, mais on va vraiment aller dans l'émotionnel, j'ai pas envie avec mes collègues. Mais si, mais c'est fondamental. Parce que quand il y a un conflit, quand il y a des peurs, notamment avant d'intervenir en formation, en général, on fait des audits pour voir un petit peu la température de l'entreprise au niveau relationnel. Et dans ces audits, on sélectionne un panel et ces personnes qu'on a en interview, on voit à quel point elles rencontrent des difficultés émotionnelles avec des peurs. Oh là, j'ai une collègue qui revient, je suis tétanisée parce que elle est partie en congé mat, mais ça se passait pas bien avant, je dors plus depuis 10 jours. Waouh! Comment c'est possible d'aller au travail la boule au ventre, d'appréhender le retour de sa collègue, de dire ça va être comment je vais gérer, ça va retentir sur mes équipes, alors que finalement, si on l'accompagne et qu'elle commence à regarder qu'est-ce qui se joue dans cette relation-là, qu'est-ce que ça vient renvoyer chez elle, qu'est-ce que ça vient toucher, là, on commence à faire des belles choses parce qu'on va pouvoir défaire le nœud. On parlait de blocage de nœuds, je pense qu'on a tous des nœuds à des moments donnés, c'est normal, c'est le propre de l'être humain, la condition de l'être humain, c'est d'être vulnérable, c'est d'être malade, c'est d'être avec des nœuds. Mais c'est après la responsabilité de qu'est-ce que je fais de ces nœuds-là. Est-ce que je décide de les défaire? Et je pense que nous, on est là aussi pour faciliter ça, tout simplement faciliter le défaisage de nœuds, je ne sais pas comment on pourrait dire, de dénouer ces nœuds. Et là, d'un coup, les choses, elles sont beaucoup plus apaisées, quoi. C'est finalement très simple, mais il faut trouver ces espaces-là. Et je pense aussi juste prendre conscience qu'il faut prendre le temps de regarder ses propres nœuds. Ouais. Moi, ça me fait vraiment penser à ce qu'on rencontre dans les entreprises. Souvent, elles viennent nous voir par rapport à une difficulté relationnelle, un conflit, une ambiance de travail qui se dégrade, du coup, des conditions de travail qui ne sont pas efficaces et optimales. Et souvent, elles viennent nous voir pour avoir des outils, des tips, des méthodes. Je ne suis pas très bon en management. On travaille avec des professionnels qui ne sont pas des professionnels de l'entrepreneuriat et du management. Typiquement, il y a des professions, les avocats, par exemple, c'est des professionnels du droit, mais pas vraiment des professionnels du management, ou les professions médicales aussi, c'est professionnels de leur matière médicale, de faire des soins, mais pas forcément de manager. Et souvent, ils viennent chercher des outils, des méthodes. Et en fait, c'est peut-être un message qu'on a vraiment besoin de faire passer, c'est qu'il faut s'éloigner de cette problématique pour aller vraiment à la source. Exactement. Qu'est-ce qui la crée ? Qu'est-ce qui crée dans la relation le blocage, plutôt que d'essayer systématiquement de dire comment je dois me comporter à ce moment-là, et quelque part, qu'est-ce qui sous-tend le comportement ? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu retrouves aussi bien dans ton accompagnement ? Complètement. On est des humains avant tout. Peu importe ce que tu fais dans cette société aujourd'hui, humain. Tout est relationnel dans la vie. Tout est relationnel. Tout est relationnel. Relation Ça veut tout dire. À soi, relation aux autres, relation au monde, à l'environnement. Exactement. Ouais. Et donc, effectivement, d'être conscient de ça. Et je pense que notre approche, le fait qu'on travaille près du corps, il y a beaucoup plus de bienveillance. Dans le counselor, c'est vraiment ça. C'est, comme je disais tout à l'heure, de humain à humain. Il n'y a pas de hiérarchie. Je ne suis pas là pour te fixer. Ou te dire quoi faire. Alors, fixer, ça veut dire réparer. De réparer. Non pas fixer un tableau au mur. J'essaye de faire la traduction simultanée en même temps. Et soyons un petit peu, un peu plus la France. Come on. On peut dire de trois mots en anglais. C'est bien que tu amènes de l'international. C'est important. Mais pour un petit peu rebondir sur ce que tu dis, Julie, c'est aussi très culturel par rapport aux entreprises. Moi, j'ai vécu 15 ans aux Pays-Bas. Et c'est vrai que c'est normal d'avoir un counselor ou un coach, quelqu'un vers qui se tourner, l'espace pour soi, des pièces où les employés peuvent se reposer, aller jouer, discuter. Parce qu'en soi, cet enfant intérieur, il est tout le temps présent. Mais ça, on le comprend quand on fait des sessions, quand on va en thérapie, tout ça. Et il faut aussi l'embrasser, le comprendre, l'accepter. Et c'est OK, en fait. C'est normal d'avoir des moments où ça va pas. C'est normal d'avoir des déclencheurs que la vie va créer, parce que la vie, elle est comme ça. Trigger. Trigger, yes. Je ne vais pas te laisser toute seule dans le train. C'est bien gentil. Mais c'est ça, vraiment. Tout est déclencheur. Ouais, on a un système nerveux et un cerveau qui est constamment dans le « est-ce que je suis en sécurité ?» ou « est-ce que je suis en mode alerte ?» L'être humain fonctionne comme ça. J'adore tout ce que tu dis, parce que quand on parle avec des entreprises, il y a
multiples entreprises, c'est pas pour faire de généralité, hein, mais c'est vrai qu'on a une particularité en France, c'est de beaucoup utiliser notre mental, notre cerveau. Tout est basé sur les connaissances, C'est ça. Les techniques l'intelligence. plutôt que la manière d'être. Et finalement, même si on parle de plus en plus d'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, c'est quand même pas au cœur de finalement des formations et même de ce qui se passe dans l'entreprise. Oui. Et on essaie de traiter tous nos problèmes avec notre cerveau. Et en fait, on oublie de dire que ce sont des systèmes nerveux qui cohabitent les uns Exactement. avec les T'as autres. tout compris. Ouais. C'est exactement ça. Et qu'est-ce qui se passe alors dans ces systèmes nerveux? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quand on a ces systèmes nerveux qui sont en relation, il y a des moments ça va bloquer, il y a des moments ça va se figer, ça va être en tension. C'est propre à la personne. Système nerveux, on est fait pour co-réguler. Ça part encore une fois de cette conscience, de cette compréhension, de cette connaissance. L'enfant a besoin du parent pour co-réguler. On commence la vie comme ça. Tu vois, même avant ça, parce qu'on a déjà eu bien sûr des échanges ensemble, Oui. je me souviens que tu avais même parlé que à la base, un être humain, c'est un fœtus, et avant d'être un fœtus, c'est en fait Un système embryon, nerveux, quoi. et c'est cellulaire. Ouais. Et tes cellules étaient déjà dans celles de ta grand-mère. Ouais. Donc ça nous dit On quoi? embrasse. Qu'on embrasse, nos grand-mères qu'on embrasse. Donc ça nous dit quoi? On est transféré de corps à corps. Si des choses n'ont pas été régulées, on connaît notre histoire, l'humanité, les guerres. Donc il se passe quoi? J'arrive dans un corps qui a peut-être déjà des mémoires, des expériences qui n'ont pas été régulées, c'est-à-dire pas été exprimées, pas été entouré des personnes pour pouvoir pleurer, lâcher, parler. C'est simple, c'est des mots très simples. Ouais. Mais Ça, c'est physiologique, quoi. Mais c'est physiologique, c'est Ouais. biologique. Moi, je parle de la biologie, c'est pas de la psychologie. On a effectivement, quand on apprend un peu dans l'embryologie, les cellules se transforment en matière et on a d'abord une colonne vertébrale, un système nerveux qui se crée avant même d'avoir un cerveau dans les premières, je sais pas, heures, jours, je suis pas médecin pour connaître vraiment par cœur, mais ça nous dit l'essence de qui nous sommes en tant qu'humains. On est dans le ressenti avant la parole, avant l'intellect. Donc, en entreprise, en éducation, peu importe dans quelle communauté on va parler, il faut vraiment être conscient qu'on a un corps biologique. Et que quand on comprend comment ça fonctionne, comme tu veux connaître comment ta voiture fonctionne, comment ta machine à café fonctionne, et ton corps, c'est ton véhicule. On fait comment? On s'y intéresse pas. Ou alors, tout simplement, on vient de génération, on n'a pas eu cette conscience, et c'est OK. C'est OK, on est en train d'évoluer vis-à-vis de ça. Ça me fait penser d'une discussion que j'ai eue avec ma fille hier, où on parlait des cours d'EMT, de technolo, au collège. Ouais. Elle me disait, moi, je sais comment fonctionne un four à pain. Et puis, c'est D'accord. génial. Ouais. Et tu sais comment fonctionne un être humain? Voilà, gros blanc. Non. Effectivement, les émotions, nos modes de fonctionnement, on n'a pas ça, on n'a pas ce niveau de connaissance. Donc, ce serait super, effectivement, que dans l'éducation, ça change. Qu'on puisse transmettre tout ça. Mais moi, ça me fait penser à toutes ces questions d'épigénétique. Aujourd'hui, on sait qu'on peut porter des gènes. Ouais. Moi, ça me renvoie à ma propre histoire et mes premières grosses séances de thérapie où j'avais vraiment un sentiment très noir de mort et je savais pas d'où ça venait. Moi qui étais une petite fille plutôt joyeuse, qui s'émerveillait et tout. Et en fait, en allant en thérapie, je suis retombée sur la Shoah avec vraiment des images dans les fosses, des choses très très noires. Et le fait juste de pouvoir faire remonter ça m'a permis d'éclairer le fait que j'avais ce côté solaire et ce côté sombre à l'intérieur de moi que je ne comprenais pas. Et je pense qu'on a vraiment beaucoup d'intuition. On ne sait pas lire. Et en fait, quand on va à l'intérieur, c'est là où on commence aussi à décoder ce genre d'informations. Exact. Et d'un coup, quand on voit, on peut aller interroger son passé, on peut aller interroger si on a la chance encore d'avoir des grands-parents vivants ou des parents qui peuvent un petit peu éclairer ça. Et je trouve ça fabuleux parce qu'en fait, je le sentais à l'intérieur de moi. Ouais. Et en fait, personne ne me l'avait jamais dit. Et après, en allant questionner, ça s'est avéré que c'était dans mon histoire, que ça avait été caché. Et c'est fou de se dire que 2-3 générations après, je portais ça à l'intérieur de moi. Et le fait de le mettre en lumière, quelque chose qui permet de l'intégrer. Ouais. Ok, ça a été difficile, ok, il y a eu plein de choses traumatiques, des expériences surtout sur la lignée de femmes terribles, et de se dire, on peut faire des choses. Terribles ou pas. Oui, bien sûr. Mais là, c'est ce qui remontait, c'était vraiment le sombre, tous les traumatismes, la violence qu'il y a pu avoir, ou des sévices, ou des choses qui ne m'appartenaient pas, mais quelque part qui étaient reliées à ma propre histoire, en fait. Donc on arrive avec un bagage.
Complètement. Donc, qui remonte à 2 générations précédentes. Même plus. Même hein. plus, on hein, sait ouais. pas. On ne sait pas exactement. Ouais. En tout cas, avec effectivement la génétique, la transmission. Donc, on arrive avec ça. On arrive sur Terre, Ouais. hein, on sort du ventre de notre mère. Oui. Et à ce moment-là, il y a un sujet autour de ce qui va se passer dans l'attachement. Oui. Tu peux nous en parler? Exactement. Ouais. En fait, c'est aussi croyance culturelle. De quel pays je viens, comment tes parents vont t'éduquer, l'école, ton environnement. Et l'attachement, en fait, c'est John Bowlby qui en parle, je pense, dans les années 50. Et il explique qu'il y a différents types d'attachement. Et cet attachement, en fait, ça représente les liens affectifs précoces que l'enfant a vécu avec ses parents ou avec ses grands-parents. La personne, en fait, qui va s'occuper de toi, en généralement. On dit ça un caregiver en anglais. C'est très souvent la maman. Souvent, La maman, c'est la figure d'attachement principale. la figure mais, d'attachement, exactement. Après, on peut en avoir des secondaires si tu n'as Parce pas de qu'on maman. fait souvent la séparation entre la mère et le père, mais en soi, ça n'a pas d'importance. C'est l'être humain Il n'y a qu'on pas un lien a. particulier avec la maman, justement, le fait d'avoir grandi dans son Le lien, ventre. oui, mais ça, c'est autre chose. Oui, effectivement, il y a peut-être Ok. un lien physique et somatique inconscient, mais là, on parle de l'attachement. L'attachement, c'est... Et l'attachement, c'est la dynamique. Hmm. Comment on t'a approché. Est-ce qu'il y a eu un échange non verbal? Non verbal, parce que le bébé, il parle pas. Est-ce qu'il y a eu une présence, une mère présente? Est-ce que la mère ou le père avait beaucoup de nervosité, beaucoup de stress? Et tout ça, en fait, cette dynamique qui va être à répétition au quotidien, elle va créer un attachement. Donc, tu as l'attachement sécurisant, tu as l'attachement anxieux, désorganisé, il y en a encore un ambivalent. Voilà. Et donc, encore une fois, on n'est pas là pour pointer du doigt les parents, on n'est pas là pour critiquer, mais c'est un fait. Encore une fois, on revient. C'est pour ça que moi, j'apporte beaucoup d'importance au système nerveux et à l'attachement, parce que tout est relié. Comment j'ai expérimenté, comment j'ai vécu l'amour à travers les mots, à travers le toucher, à travers ce non-verbal. Ma mère ou mon père me dit « je t'aime » mais me regarde jamais dans les yeux ou est toujours peut-être ailleurs. Ou une absence parce qu'il travaille beaucoup. Ou tout la simplement, disponibilité, en fait. Disponible, exactement. Être disponible émotionnellement. Ouais. Et c'est quelle était la sensibilité de mes parents, la conscience. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à ça. Donc, on n'est pas là pour critiquer la génération de nos parents, nos grands-parents. C'est un fait. Mais aujourd'hui, on a l'opportunité, je pense, la responsabilité en tant que futur parent de faire quelque chose par rapport à ça pour réaliser quel est ma propre attachement et comment je vais le transférer à mes enfants. Ou même à mes étudiants si je suis professeur, ou aux personnes avec qui je travaille si je suis thérapeute, ou mes amis, ou peu importe. Oui, on peut plus l'ignorer, quoi. Non, on peut plus l'ignorer. Maintenant, c'est Pas possible. su, c'est démontré scientifiquement. Clairement. Et donc à prendre en compte à la fois dans sa propre histoire, parce que ce qui se passe au niveau de sa plus jeune enfance, dans justement cet attachement et cette relation à la figure parentale peut-être ou d'éducation, elle va avoir des conséquences par la suite dans notre manière d'être avec le monde. Complètement. Elle se répète. Si j'ai un attachement anxieux, je vais attirer des personnes qui vont, comme un pulse, s'attacher à mon anxiété, ce qui est généralement l'évitement. Voilà. Donc, je vais attacher quelqu'un qui ne sera pas capable de connecter. Et plus il ne connectera pas, plus je serai anxieuse. Donc, c'est ce cercle vicieux. Si tu rentres un petit peu justement dans le détail, tu dis l'évitement, c'est un attachement. Une des stratégies. C'est ce que le corps va faire, c'est ce que le système nerveux va faire. Qu'est-ce qu'il va faire, du coup en fait, si l'enfant, il n'a pas eu cette approche, comment on appelle ça? Comment expliquer? Cet accordage affectif, on parle souvent de cette synchronisation, d'écoute, vraiment de lien qui va venir faire comme une danse, en fait. Tu réponds aux besoins. Ouais, en fait, l'enfant est dans le stress. Il stimule, il n'a pas eu la présence de cette personne. À répétition, il aura appris inconsciemment, OK, il n'y a personne. Donc, je ne sais pas comment gérer l'émotion, je ne sais pas comment gérer ma propre émotion, c'est-à-dire le stress, le désarroi, la colère, la rage, tout ça, parce qu'il n'y a eu personne qui était là pour m'expliquer et pour me prendre dans ses bras et pour me... Il n'y a pas eu ce contact, cette présence. Ou pas suffisant. Ou pas suffisant. Et en fait, ça génère des modèles, c'est ce qu'on appelle les MIO, les modèles internes opérants, qui font qu'en fait, on a développé un modèle et qui s'est mis à l'intérieur de nous inconsciemment et qui fait qu'après, c'est là où il y a la répétition qui intervient, en fait.
On les a internalisés, ces modèles, et on en a fait une réalité, en fait. Donc les modèles, c'est donc des croyances, Ouais. c'est des Ça devient stratégies. des croyances. Ça devient des croyances, mais strat- c'est d'abord de base des expériences de vie. Oui. Tu fais une expérience d'insécurité, tu fais une expérience d'ambivalence ou d'anxiété. Ouais. Tu vas vivre des expériences inconfortables, donc tu vas générer des réponses à ça. Et après, ça va s'intégrer à l'intérieur de toi. Et après, il faut regarder ça pour pouvoir le modifier, en tout cas en faire quelque chose de différent. Donc ça va s'intégrer. Ça va s'intégrer où? Ça s'intègre dans notre psychologie, dans notre mode de fonctionnement, dans nos émotions, dans notre corps. Dans notre corps. Ça commence dans le corps. Au début, on ne se rend pas compte. En tant qu'enfant, on a un ressenti. Il n'y a personne. Ou hier, elle était là et demain, elle ne sera pas là. Donc, cette désorganisation, cette ambivalence. Donc, c'est tout dans le ressenti. Et au fur et à mesure des mois, des années, il y a une croyance qui se fait, bah écoute, moi, je vais être survivor, en fait, parce que personne n'a été là pour moi. Donc, comment blâmer ça quand ça t'est arrivé? T'as pas fait le choix. Et c'est ça, en fait, qu'il faut appuyer, c'est que ça commence dans un ressenti. On a eu cette famille, cette dynamique, encore une fois, qui n'était pas dans l'accès de la conscience et l'accès des connaissances d'aujourd'hui, et ça nous arrive. Donc, on va attirer un certain type de relation, que ce soit amicale, amoureuse et au travail. Clairement, et c'est là où on y vient. Et oui, est-ce qu'on s'est posé la question, pourquoi je fais ce métier-là? Alors, ça peut être aussi des croyances. Moi, mes parents, ils m'ont dit, je dois faire ça. C'est souvent ce qui se passe dans la génération de nos parents. Mais c'est peut-être aussi ton corps et ton système nerveux qui est en mode go, 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 faut pas s'arrêter. Plus rajouter à faut faire de l'argent, faut être dans le succès, et puis il faut avoir une famille, blablabla. Donc c'est aussi les messages qu'on a reçus. Voilà, il y a ça aussi. Donc mélange côté mental et puis culturel, et puis aussi le corps qui te dit, bah, moi en fait, je vais faire ça. Mais le corps, là on en vient, l'attachement, il est inconscient, encore une fois. Donc, ta biologie, il n'y a pas de, comment on dit, c'est pas la moralité, c'est... Il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas d'éthique dans le corps. Le corps, il va aller dans ce qui est familier. C'est pas bon ou mauvais, voilà. c'est connu ou pas connu. Voilà, exactement. Connu ou pas connu. Mon corps connaît la toxicité, ou mon corps connaît l'évitement, mon corps connaît l'anxiété, boum, j'y vais. Et c'est ça que les gens ne savent pas. On l'a pas assez mentionné. C'est pour ça que, par exemple, on sait que fumer, c'est pas bon, boire trop d'alcool, c'est pas bon, et pourtant on y va. Oui. Parce que le corps est en mode stress. Alors encore là, si tu parles de ça, on va parler d'addiction. Pour moi, l'addiction, c'est tout complètement relié encore à l'enfant intérieur, à ce manque de connexion. Donc, on va aller chercher cette dopamine parce que le cerveau a besoin aussi de dopamine, de sérotonine, enfin tout ça. Après, là, on se décale encore sur autre chose, mais il faut comprendre qu'on n'a pas fait le choix. Ça nous est arrivé. Donc, entoure-toi de personnes qui ont cette conscience, cette connaissance. Et je trouve que juste le fait de reconnaître ça, ça soulage. Ouais. Quand on peut vraiment prendre conscience de ça et que quelqu'un le reconnaît, il y a vraiment quelque chose qui relâche dans le système nerveux. Et qui te dit, c'est OK, c'est pas ta faute. Parce qu'on est complètement dans... Ouais. Respire un coup. En fait, tu as fait du mieux que tu as pu pour survivre dans ton environnement. Oui, ton corps a fait ça pour toi. C'est vraiment une phrase que je répète souvent, mais tu as fait du mieux que tu as pu. Tu as déployé tes stratégies pour survivre. Maintenant, comment on passe à vivre en mode vie? Exactement. Parce que vivre, c'est la circulation, c'est la régulation, justement, du système nerveux, de notre biologie, de nos émotions, de nos relations. Les choses doivent s'apaiser. Mais je trouve que le point de départ, c'est reconnaître qu'en fait, tu as fait du mieux que tu as pu. Et que tous les êtres humains font du mieux qu'ils peuvent pour survivre. Exactement. Moi, je veux vraiment appuyer sur le tu. Il est inconscient, le tu. On parle encore une fois du système nerveux. Tu as vécu quelque chose, ça se répète dans ta vie. Et aujourd'hui, avec cette capacité mentale, on va pouvoir connecter justement à ça, à travers cette approche de « Ok, ça m'est arrivé. Aujourd'hui, je peux faire des décisions concrètes et travailler avec quelqu'un qui travaille dans le corps, qui a une bienveillance. » Et donc, tu commences à comprendre beaucoup de choses sur toi et sur les autres. D'où je viens cette importance que ce travail est universel. On ne sépare plus ton genre, on ne sépare plus ta culture, ta couleur de peau. On a tous la même biologie, les gens. Voilà. Et moi, je trouve ça magnifique parce que de nos jours, c'est un petit peu catastrophique ce qui se passe dans cette société très traumatisée où on est séparés par les cultures, par la couleur de peau, par le genre. Au bout du compte, nos courants politiques, nos pensées, nos avis. On a tous le même corps. On a tous les mêmes émotions.
Il n'y a pas de langage pour ça, c'est le même langage, c'est C'est celui un du corps. langage universel. Le langage des Exactement. émotions, même les émotions primaires, Ouais. elles sont universelles. On Voilà. les appelle universelles parce que tu prends une photo de n'importe quelle personne Mm. aux quatre coins du monde, on Mm. arrive à reconnaître la tristesse, la colère. C'est quelque chose qui ne dure pas, mais Exactement. qui se passe dans nos visages. Et c'est beau de voir cette universalité. Je pense que la danse aussi, c'est quelque chose d'universel. Ouais. Et ce parcours-là qu'on a toutes les deux au travers du mouvement, ça donne conscience de cette universalité. Ouais. Je trouve que c'est commun à tous. Et le bébé, naturellement, dès qu'il se redresse et qu'il marche, Mm. il danse, il se dandine. Il y a bouge. quelque chose de Exactement. très naturel dans le mouvement. Et c'est aussi comment on se reconnecte à ça. Enfin, je trouve que la danse et le mouvement et nos approches, justement par la somatique et par le corps, qui remettent les corps en mouvement, c'est juste revenir à quelque chose de très ancestral et de très ancré à l'intérieur de nous. On est tous des danseurs. Moi, j'aime dire qu'on est tous Exactement. des Ah, mais danseurs. complètement. C'est pas parce qu'on fait des prouesses techniques qu'on est danseur, en fait. On est danseur parce qu'on vibre, parce qu'on est dans un état de flow, parce qu'on se reconnecte à notre animalité, à des choses très primaires et très instinctives. Et on a tous ce corps de danseur. Et je pense que c'est important aussi de le dire. Il y a beaucoup de gens qui ont des freins, des peurs, des appréhensions, la représentation du danseur. Mais non, mais en fait, mettez de la musique, mettez-vous en mouvement. Quand tu vas pas bien, les gens aiment les tips, mais quand vraiment t'es pas bien, tu te mets de la musique à fond, tu commences à bouger, mais ça change ça change ta dynamique interne, ça change ton mode de pensée. T'es dans un bad trip, t'es en train de déprimer, ou t'es pas bien. Waouh, il y a quelque chose qui se passe dès qu'on se remet en mouvement. Enfin, on peut tous, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous éprouvé. Tu mets à fond la musique dans ta voiture ou un truc que t'aimes bien. Et d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et qui se libère. Et enfin, pour moi, en tout cas, le corps, c'est un vecteur, un média, mais formidable pour déverrouiller les nœuds, les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. Donc, le vivant, c'est du mouvement. Et nous, les clients qui viennent nous voir, à chaque fois, je pense qu'ici, il y avait un point en commun. Souvent, on me demande mais, pour qui vous intervenez, comment, un peu la question que je t'ai posée. Et finalement, ils ont tous un point commun, c'est qu'à un moment, c'est figé. Ouais. Il y a un truc qui bloque, qui crée du coup du mal-être, une sensation. Mais justement, c'est parce qu'il y a un moment, il y a ce mouvement-là qui s'est bloqué. C'est vrai d'un point de vue individuel, c'est vrai d'un point de vue collectif, dans les relations. Quand ça bloque dans une entreprise, c'est bien qu'il y a un truc qui s'est figé, ça circule plus assez. Et donc, c'est remettre du mouvement, remettre ça se matérialise bien sûr encore plus dans la danse, parce que c'est le corps qui s'exprime à ce moment-là. Et dans les accompagnements qu'on peut avoir, il y a une recherche justement de refaire circuler. Exactement. Refaire circuler d'un point de vue individuel, d'un point de vue collectif. Et là, on touche à quelque chose qui est de l'ordre de la responsabilité aussi de chacun, de à quel moment je prends ma part là-dedans. Donc, tu as dit, il n'y a pas de sentiment de culpabilité. C'est ce qui s'est passé. Ma vie, mon expérience, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est reprendre sa responsabilité là-dedans? C'est super que tu mentionnes ça parce qu'effectivement, ça a commencé avec moi, encore une fois. Je partage ça, c'est pas ce que j'ai lu dans les bouquins, mais c'est ce que j'ai réalisé quand j'ai reçu la thérapie. En fait, c'est que tout simplement, on a tendance à projeter où on va dire « Ah, mais quand tu fais ça, je me sens pas bien. » Et la question, c'est « Ça se passe en moi. Je me sens pas bien. » Donc, qu'est-ce qui l'a déclenché? Quel est le miroir dans son comportement? Et on en revient encore à l'attachement et au système nerveux. S'il n'y a pas de déclenchement, c'est OK. Je sais pas, j'ai un partenaire qui est un peu énervé ou qui est stressé, si ça ne va pas me déclencher, je suis désolée pour lui et je le laisse dans son coin ou je lui donne un verre d'eau, ça va passer. Et si ça vient me chercher vraiment, ça m'agace. et je retravaille avec et j'ai pas lâché, c'est que là, ça appelle quelque chose de très personnel. Ça a tapé quelque chose à l'intérieur. Ça a tapé quelque chose. Et les relations, c'est ça. On a romantisé à travers ces films américains magnifiques, l'amour, Non, ta biologie, elle t'a amené direct sur le partenaire qui va représenter cette dynamique que tu as eue à la maison. Donc le père, la mère, on ne sait pas. Donc tu vas reproduire quelque chose que tu as déjà connu. Le système nerveux, il te dit, il faut que tu sois conscient de ça parce que l'être humain évolue. Sinon, on sera encore des singes. L'évolution de l'être humain, c'est évoluer. Donc ton corps, ta biologie te demande de comprendre ça. Et donc on va aller en discuter, puis après on est dans le corps. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment tu l'as perçu? Perception. Il peut dire quelque chose. Perception, c'est ressenti? C'est ressenti. Moi, je sais pas, quand tu dis j'adore manger, quand tu dis ça, qu'est-ce que je ressens? Moi, j'aime manger, mais non, c'est peut-être pas un bon exemple.
Mais on a tous une perception. Tu vas dire une phrase, Julie va le percevoir d'une manière et moi d'une autre, par rapport à mon expérience du passé, qui est très personnelle. Donc effectivement, cette responsabilité, particulièrement, on va dire, elle est en relation au travail. Bon, j'ai un collègue qui fait ça m'insupporte. Ok, parlons-en. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est concret au travail ou est-ce que c'est vraiment plus personnel? Est-ce qu'il te fait rappeler quelqu'un ou une dynamique? Est-ce qu'il a peut-être dit quelque chose qui a déclenché une émotion en toi que peut-être quelqu'un disait dans le passé mais que tu as oublié? Parce que le cerveau, en fait, quand le système nerveux est trop stressé, trop demandé, il va en mode je me ferme, je gèle, ce que tu disais. Il y a un moment, il y a un blocage. Ça bloque. Voilà, ça bloque. Et ça, c'est le système nerveux qui dit trop, je peux Là, plus. c'est le signal. Je peux plus. Donc, Ok. comment amener le système nerveux à aller plus dans le mouvement et être moins débloqué, donc dans la communication, donc dans l'action, jusqu'à ce qu'on arrive à ce stade ventral qui est de je suis là, je suis calme, je peux te dire ça calmement, je suis pas énervée et je suis ouverte à la communication et je suis même curieuse de ta créativité. Donc, tu vois, on monte. On a changé de. On a de bougé stade, déjà là. ailleurs. Donc Le voilà. stade ventral, tu dis? Alors ça, c'est basé sur la théorie polyvagale que j'ai aussi étudiée de Stephen Porges. Donc j'invite nos auditeurs à regarder ça parce que c'est vraiment super. Et en fait, il explique que le système nerveux a 3 états et il parle aussi du nerf vagal. Okay. On va peut-être y revenir, mais pour Oui, bien sûr. reboucler avec ce que tu viens d'évoquer sur justement ce qui se noue dans les relations, tu as pris l'exemple de ce qui se passe dans une vie de couple. Oui. Et quelque part qu'on vient chercher finalement le partenaire qui nous permet d'aller se confronter pour sans doute prendre conscience finalement de comment on s'est construit, des expériences qu'on a vécues, pour aller les revisiter, les mettre en paix et du coup changer la relation qu'on peut avoir avec le couple. Je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on rencontre dans l'entreprise parce que c'est un lieu génial, l'entreprise, dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de relations humaines. Alors, bon, les technologies sont de plus en plus présentes et en même temps, une entreprise, le monde des affaires, de manière générale, c'est quand même des êtres humains qui interagissent les uns avec les autres, avec maintenant plein d'outils technologiques, mais c'est quand même avant tout des relations humaines. Et avec plein de personnes différentes. Exactement. C'est aussi un environnement qui est plus stressant que d'autres. Hein. Souvent, j'espère pour la plupart des personnes, moins stressé chez soi qu'au travail, parce qu'il y a des exigences, il y a des attentes, il y a des enjeux financiers, etc. Et donc, c'est un merveilleux terreau, justement, pour aller visiter ce qui se passe dans les relations. Et j'imagine ça un peu comme quand tu parlais des réactions qu'on peut avoir par rapport à une remarque, comment ça va taper quelque chose en moi. Quelque part, à travers sa vie professionnelle, c'est comme si on avait une grosse pelote et il y avait plein de petits fils qui pouvaient sortir à n'importe quel moment. C'est tous ces moments où justement, c'est à me taper. Et ça peut être avec un client, ça peut être avec un collègue, ça peut être avec un N+1, ça peut être avec un fournisseur. Et là, on a autant d'occasions à chaque fois d'aller prendre le fil et de le tirer pour aller voir. On en revient à la responsabilité, à prendre cette responsabilité, mais c'est déjà en ayant conscience qu'à chaque fois, comme tu disais, quand ça vient te taper, quand ça vient vraiment te laisser dans un état émotionnel que t'embarques chez toi, c'est une opportunité. On appelle ça, nous, ensemble avec Pierre-Alain, on dit c'est le cadeau. En fait, lorsque c'est difficile, c'est un cadeau, c'est une opportunité pour aller regarder ce qui se passe dans son propre fonctionnement. 2 choix, hein. Soit c'est le fardeau, soit c'est le cadeau. Ouais. Donc nous, on préconise quand même de voir ça plutôt comme un cadeau. Ouais, et en fait, on a tous le choix de voir les choses dans un certain angle. Souvent, les gens, ils viennent en thérapie, ils disent « Moi, j'ai pas le choix. Je dois payer mes factures, j'ai pas le choix, je peux pas agir autrement. » Mais en fait, on peut regarder ça différemment. Bien sûr qu'il y a une réalité, bien sûr qu'on ne nie pas le quotidien, mais souvent, ça vient masquer quelque chose qu'on a peut-être inconsciemment peur de regarder parce que la thérapie, on s'imagine que c'est ouvrir des boîtes et qu'on va repartir dans le passé, dans les traumas, puis on n'a pas envie de parler de papa, de maman. On se dit que ça va être interminable. Souvent, les gens me disent « Mais ça va durer combien de temps ?» Mais parfois, en 1 ou 2 séances, les prises de conscience sont telles que le nœud, la pelote, on a tiré le fil, on a défait 4-5 nœuds. Déjà, ça va mieux. Et c'est déjà une partie du chemin qu'on intègre. Et puis, on y reviendra plus tard. Il y a des pauses, mais on n'est pas, en tout cas dans nos accompagnements psychocorporels, on n'est pas sur de la psychanalyse où on va être en séance régulièrement. On va être aux besoins de la personne. Et la personne, elle va faire ses propres expériences de mise en paix, en sécurité. Et du coup,
elle va venir quand elle va avoir vraiment besoin, quand elle va sentir que ça serre, que ça fiche, que ça bloque, que les nœuds sont là, parce qu'elle aura expérimenté d'en défaire quelques-uns, de voir les bénéfices et de se dire ok, bah, je me rappelle, maintenant c'est connu, je sais que ça fait du bien de me reposer sur un autre être humain, d'être soutenu, d'être entendu. Et du coup, là, on va commencer vraiment à aller de mieux en mieux. Juste, ça me donne envie de parler justement de l'importance du tiers extérieur, de l'accompagnant justement comme personne extérieure au système, extérieure à la vie de l'individu. En quoi ça aide justement à débloquer des situations qui sont figées? Je pense que ça aide parce que la personne n'a aucune relation avec ton environnement direct. Donc, il y a peut-être aussi un lâcher-prise où la personne va se sentir non jugée, parce qu'il n'y a pas elle n'est pas biaisée. C'est une personne extérieure. Après, encore une fois, il faut vraiment que quand on va chercher un soutien, de la thérapie, peu importe comment on l'appelle, une guidance, il faut se sentir bien avec avec le professionnel, avec le thérapeute, le counselor, le coach. C'est important, c'est presque plus important que le type de thérapie ou le type de modalité qu'on va se servir. Encore une fois, tout est relation. Oui, donc c'est c'est ton ressenti dans cette relation. Tu dis, je sais pas pourquoi, mais avec cette personne. Elle m'appelle et même ne pas hésiter à changer, en fait. C'est-à-dire, j'ai expérimenté quelque chose où j'ai besoin d'autre chose et je continue mon chemin pour trouver la personne avec qui ça, le ressenti est sécure, en fait. Et ça, c'est des choses qui s'expliquent pas trop. Moi, je dis souvent, écoutez plutôt là que là. Ou votre cœur, et vous allez trouver vraiment la personne qui pourra vous soutenir et traverser cette épreuve, en fait. Et justement, cette notion de soutien, alors il y a le tiers extérieur, il y a la bonne personne avec qui on se sent en bonne relation, dans lequel ça fit, pour permettre justement de cette création de cet espace de sécurité, de confiance dans laquelle on peut se livrer, on peut s'abandonner quelque part et donc aller visiter des aspects qui sont inconfortables. Mais on a des gens qui nous écoutent. Il y a aujourd'hui beaucoup de matière à travers des podcasts, des chaînes YouTube, bien sûr beaucoup d'ouvrages qui parlent du fonctionnement de l'être humain. On va chez Cultura, les rayons sont absolument dantesques. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes justement qui s'intéressent, qui sentent, qui a cette pulsion de travailler sur soi, en tout cas de mieux se comprendre, parce que je suis pas sûr que le terme travailler sur soi soit tout à fait correct, mais de ce mécanisme de prise de conscience. On a beaucoup de matière, beaucoup de sources d'informations. Oui. Est-ce qu'on peut faire ça tout seul, ce chemin? Il y a une partie seule et une partie accompagnée. Après, tout dépend de quel est le chemin. Est-ce qu'on parle de traumatisme? Est-ce qu'on parle juste de tendance à avoir des problèmes chroniques? De quoi? Ça dépend de chacun. Mais forcément, il faut être à un moment donné accompagné. C'est obligé. Pas tout faire tout seul. En quoi c'est obligé? Parce que l'être humain est comme ça. C'est un être de lien et de relation. On a besoin de l'autre. Le système nerveux a besoin d'être en cohérence, cette co-régulation encore qu'on parle quand on apprend sur le cerveau et le système nerveux, on a besoin de l'autre. Après, c'est... Ça me semble super important parce que se développe avec notamment les nouveaux outils technologiques, évidemment l'IA, les agents conversationnels, où désormais il y a une tentative ou peut-être presque une facilité de pouvoir échanger avec cette machine qui semble réfléchir comme un humain, même si elle ne réfléchit pas du tout comme un humain. Oui. Qu'est-ce qui va faire la différence justement entre une IA et puis cette vraie connexion à un être humain? C'est intéressant que tu parles de ça parce qu'effectivement, moi j'ai une des personnes, encore une fois je dis pas client, mais on parle de ça, qui a qui est autistique. C'est une américaine parce que je l'ai pas précisé, mais je parle 5 langues, dont 3 en session, donc anglais, hollandais et français. Et donc je travaille avec des gens de cultures très différentes. Et donc, elle est autistique et gros trauma de l'enfance, parents absents, enfin beaucoup d'abus. Et en parlant avec cette personne, elle m'explique en fait que pour elle, le chat GPT, c'est vraiment l'humain qui lui manque constamment. Et moi, j'arrive avec ça. J'ai ma croyance sur l'IA, effectivement. Moi, je pense que tout dépend de nous. C'est comme les réseaux sociaux, il faut savoir se contrôler. Faut savoir être intelligent, ça peut vraiment aider. Moi, je m'en sers aussi, jusqu'à un moment où l'être humain, c'est pas suffisant. Enfin, elle va sur son chat GPT, elle va sur son IA, elle a 1 milliard d'ordinateurs chez elle, mais elle vient quand même en session avec moi. Donc ça veut tout dire. Qu'est-ce qu'elle va trouver en toi? Le corps appelle à l'autre humain.
Même si peut-être cette personne n'en est pas vraiment encore conscient et on en parle et je sens dans les conversations, je sens dans son visage parce qu'encore une fois, il y a vachement d'intuition. Enfin, quand on fait de la somatique, moi, je vais lire les expressions du visage, le ton. Elle va dire oui, mais je sens dans son visage qu'il y a la grosse question. Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là? Vraiment Tu me cette dis qualité oui. de présence que l'IA n'aura jamais, en fait. Non. C'est vraiment une présence forte. Je une vois écoute, un ton ressenti. visage, je vois le doute qui s'installe. Quel autre, enfin, à part un humain qui peut faire ça? Et c'est ça qui fait la différence, la tournure de cette session qu'on va avoir, de cette séance qu'on va avoir ensemble. Donc oui, IA, pourquoi pas, jusqu'à un certain point où aller rencontrer des humains, quoi. Vous avez besoin des humains. Et si je devais résumer d'ailleurs, mais c'est un être humain, en fait, rencontrer un autre système nerveux. Exactement. Encore une C'est fois. vraiment ce lien du système C'est nerveux. mon système nerveux qui me dit, Oui. je sens un truc là, Ouais. Pierre-Alain, un Oui, doute oui. là. Ouais. C'est pas mon mental, hein. Ouais. C'est un ressenti. L'IA n'adresse que le mental. Oui. Hein, à travers le prompt, l'échange, ça Oui. adresse le mental. Mais l'IA va permettre de générer de la sécurité à un certain moment parce que la personne va se rassurer. Donc ça va mettre un petit peu son système nerveux en sécurité, mais ça n'est que temporaire. Par les mots. Voilà, par les mots. Par les mots. Les mots, le pouvoir des mots, Oui. le pouvoir du langage. Parce que des mots rassurants, sécurisants, Oui. où il n'y a pas de danger potentiel immédiat, ça va faire un ressenti de sécurité interne, mais ça n'est qu'à la surface, en fait. Ou même posez-vous la question, pourquoi j'arrive pas... Peut-être qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à connecter avec d'autres humains et qui c'est plus facile, mais ce que je comprends tout à fait, c'est pas un jugement. Hein. Bien sûr. Donc qu'est-ce qui s'est passé? D'où je viens? Et généralement, les personnes savent. Waouh, ok, j'ai été délaissée ou famille compliquée. Donc encore une fois, il y a une logique quelque part. Donc il n'y a pas à juger ça, c'est juste à le comprendre et à le placer et à contrôler. Il y a ce positionnement aussi extérieur de la personne qui permet, toute l'histoire qu'on se raconte, on la maîtrise souvent très très bien. Hein. Oui. Hein, les personnes que tu vois en séance, elles maîtrisent leur histoire, mais sur le bout des ongles. Quoi. Elles peuvent te passer même des heures et des heures à rencontrer. Hein, quand on a des premiers échanges, nous on appelle ça comme des clients, mais c'est vrai, c'est des personnes qui peuvent nous raconter leur histoire, mais pendant longtemps. Le fait d'être extérieur, ça permet aussi de tout de suite avoir un regard autre qui permet de décaler et d'aller sur des zones justement qui sont complètement aveugles de la personne. Et si on en reste sur des outils, on parlait de l'IA, mais même il y a beaucoup d'ouvrages qui sont très intéressants, ça ne permet pas forcément d'aller visiter ces espaces aveugles justement parce qu'ils ne sont pas accessibles. C'est un premier pas, c'est bien. Mais c'est super, hein, les réseaux, les bouquins, les podcasts, c'est génial, mais ce ne sera pas suffisant si on veut vraiment aboutir à une vraie guérison. De quelque part, un résultat. Un vrai résultat à long terme qui ne se répète pas. Ouais. Surtout qui ne se répète pas. C'est souvent ce qui se passe. Quand on est dans la parole, on a conscientisé le problème, mais ça reste conceptuel. Ouais. Et on se dit, oh là là, je suis encore dans cette galère. Ah, c'est pas vrai, j'ai encore attiré cette même personne. Ou pourquoi je sors pas de ce job que j'aime pas? Et oui, parce qu'il faut être dans le corps. Ça te donne envie de parler du déplacement de symptômes. Je vous vois là. Vas-y, ils ont Parce envie qu'il de... est chic. Ah, mais je t'en prie, vas-y. Tu veux en parler, Vas-y. Julie, du Le déplacement de symptômes? T'avais une idée ou quelque chose? Non, ce que tu dis, c'est vas-y. que pour avoir du vrai résultat qui est durable et qui se déplace pas ailleurs, qui se reproduit pas. On parle souvent de pansement. En fait, on dit souvent les personnes, elles vont faire des choses par elles-mêmes et elles vont mettre des pansements et la structure va tenir. Mais souvent, on prend l'image d'une plaie. Et si on a une énorme plaie, à un moment donné, on peut mettre tous les pansements qu'on veut. Il faut aller à l'intérieur, il faut percer l'abcès si ça s'infecte, il faut vraiment prendre le temps d'aller en profondeur et sinon le symptôme il va se déplacer. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup de techniques, les gens qui promettent de s'arrêter de fumer en 3 séances, en 10 séances. Ok, mais quels sont tes comportements à long terme? Regarde vraiment sur le long terme, qu'est-ce que ça a fait? Et la plupart du temps, ça a déplacé le symptôme sur autre chose. La personne ne fume plus, mais elle va manger plus, enfin, elle va dire j'ai pris 30 kilos, mais parce qu'en fait, on n'est pas allé à la source. Et pour nous, aller à la source, c'est retourner dans l'enfant, l'embryologie, le système nerveux, tout ce qui se joue dans l'attachement. Ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment faisable et ça a vraiment un résultat formidable. Et c'est là où, encore une fois, je parle de paix, mais la paix, elle est que derrière ça. Si on fait que du pansement, c'est comme si on a une maison qui est en train de s'effondrer, on peut mettre toutes les structures pour les retenir et faire que ça, à un moment, ça va quand même s'effondrer. Il faut réaliser l'état
Et si c'est possible, on répare. Mais si c'est pas possible, il faut effondrer la structure et rebâtir. Et ça, c'est vrai que c'est pas très écologique pour l'être humain. Et il va plutôt prendre les pansements, mettre des barres qui vont soutenir la structure pour pas qu'elle fissure. Mais parfois, c'est nécessaire de fissurer, de laisser effondrer une identité, un rôle, une posture, quelque chose qui doit partir pour pouvoir faire réémerger quelque chose de beaucoup plus juste et de beaucoup plus ajusté à qui on est au moment où on en est dans notre vie, en fait. Et c'est beaucoup plus facile de mettre un pansement. Ouais. C'est les solutions, c'est aussi l'immédiateté de notre société. On veut tout de suite. C'est ce On que j'allais consomme dire. du Ikea, on consomme le fast-food, on va vite dans tout. Donc on voudrait aussi que ça aille vite en thérapie. Moi, souvent, les gens viennent me disent, mais combien ça va durer ? C'est 1, 2, 10 ? Déjà, rencontrons-nous. Ouais. On va voir. Moi, je ne sais pas qui tu es, comment tu fonctionnes, quel cheminement tu as fait et à quel endroit on va connecter pour faire un petit bout de chemin ensemble. Mais dans cette précipitation, on oublie que parfois, il faut juste prendre le temps. Ouais, et nos accompagnements sont aussi juste des espaces et du temps pour se reconnecter à des choses essentielles. Mais il faut poser la question, pourquoi presser ? Ouais, pourquoi aller vite ? Presser ? Et encore une fois, c'est notre société, depuis des générations. Il faut faire les choses vite, il faut savoir tout de suite ce qu'on veut. Mais tu m'étonnes qu'on est tous brûlés. C'est ça. Yeah. Tu m'étonnes qu'on est tous brûlés et anxieux. Non mais attendez, ça fait à des 16 générations ans, que ça dure. On les pressurise à l'école. Tu veux faire quoi ? Tu vas aller où ? Dans quelle école ? Il faut que tu carbures partout. Et si on se développait d'abord, si on savait comment fonctionner, ce serait beaucoup plus facile de faire ses choix. La réponse irait plus rapidement. Et oui. Ce serait beaucoup plus efficace. Et oui. Quand tu prends le temps de te poser et boum. En fait, c'est ça, c'est en allant plus doucement, en ralentissant que tu es plus efficace. Prendre le temps pour en gagner. Hein. Ouais, exactement, c'est vraiment ça. Et dans ce ralentir, pour moi, il y a vraiment... ce qui me vient là, c'est l'émerveillement. Quand tu ralentis, tu reconnais la beauté, même dans des choses sombres, même dans ton chaos. Ralentir te permet de faire ressortir la beauté de ton fonctionnement, de tes croyances, de tes douleurs. En fait, pour moi, on revient à cette notion de cadeau, mais il y a de la beauté derrière une difficulté ou derrière une souffrance physique. Ça me fait penser à une sensation. Tu as une sensation, si tu vas vraiment dedans, tu vas vraiment pouvoir laisser émerger ce à quoi elle est connectée, ce qu'elle raconte vraiment. Et là, après, ça va pouvoir se déverrouiller. C'est pourquoi on a besoin donc de séances et de thérapie somatique, parce qu'on ne peut pas faire ça seul. Non, ça, c'est on va impossible. aller vers quelque chose où on n'est pas habitué, où on a déjà des croyances dessus, des peurs. Donc il y a un blocage. Donc tu as besoin de cette personne qui va te guider à relaxer. C'est OK, t'inquiète, n'aie pas peur. Quoi qu'il se passe, en fait, on est là. Puis c'est normal. C'est aussi garant c'est une normalité, en fait. Du déroulé, mais bien sûr. Ça devient une normalité. Ouais. Une fois qu'on l'a vécu, quoi. Une fois qu'on a commencé ce type de démarche, qu'on a vu les effets, on rentre dans quelque chose qui devient... On se dit, si je repasse au passé, si je repense cette personne... Oui, sur le moment, c'était traumatisant parce que tu n'étais pas prête, parce que tout ce qui se passe en mode choc. Ouais. Donc, si t'es nerveux, il part comme ça, pendant le mot qui vient en anglais, il goes. mais quand t'es en session, on se prépare, on prend le temps, on en discute, on prépare le corps. Mentalement et comme un danseur, il ne fait pas le show sans préparer le corps. Et donc, nous, on oublie de préparer le corps. On va tout le temps à fond, on va au travail, on se lève le matin, on est en pilote automatique. Pourquoi on craque ? Mais parce qu'on est en pilote automatique. À un moment donné, il faut remettre de la conscience, remettre des espaces. Quand tu disais, c'est vrai que ailleurs, c'est plus courant, même aux États-Unis, on a observé beaucoup de choses. Et c'est la normalité d'avoir des espaces pour ça. Et il faut vraiment... Et d'être malade, c'est normal d'être malade, c'est normal d'avoir un arrêt. Et il y a une tolérance en soi qui est beaucoup plus élevée, en tout cas aux Pays-Bas qu'en France, ce qui est surprenant. Au bout de 20 ans, je reviens, ça fait 2 mois que je suis là, et j'ai dit, ah oui, d'accord, ok, d'accord. Il y a du boulot. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué quand tu es revenu en France dans les comparaisons par rapport aux Pays-Bas ? Je ne veux pas trop tirer de conclusion parce que ça fait que 2 mois et encore une fois, peu importe. Moi, on est dans le sud aujourd'hui, donc. Mais je pense que réellement, c'est arrêter de juger aussi rapidement comme ça. Mettre des étiquettes. Ah ouais, parce qu'au bout du compte, on a tous les mêmes problèmes, sérieusement. Vraiment. On est tous des êtres humains avec nos expériences. Exact, on est tous des êtres humains avec le même corps, avec peut-être un bagage qui était compliqué et on continue à projeter au lieu d'aller vers soi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi aussi, je me suis rendu compte, j'étais constamment en train de blâmer l'autre alors que c'est moi qui ressentais ça. Mais c'est pas ma faute non plus que ce soit moi qui le ressente. Mais ça fait partie de moi.
Donc, c'est à moi de gérer ça. Ça m'appartient. Ça m'appartient. Je ne l'ai peut-être pas choisi, mais ça m'appartient et je vais m'entourer pour pouvoir faire le travail. Et si chacun participe à regarder ce qui lui appartient et à Imaginez s'en la occuper, dynamique comme elle change. Ah oui. Si on va plus comme ça et qu'on se dit « Ah ouais, mais en fait, mon voisin, c'est pareil. C'est ça souvent qui se passe dans nos sessions collectives, que ce soit en entreprise, c'est cet effet de résonance. Ouais. Ah, mais en fait, je n'avais jamais vu ou perçu ça de mon collègue. Et quand l'espace a été créé pour que la personne puisse l'exprimer, le vivre ou le traverser émotionnellement parlant, nous, c'est ce qu'on appelle la résonance. Mais la résonance fait son travail tout seul. Ouais. Parce qu'en fait, tu prends conscience, bah oui, en effet, mon collègue que je vois tous les jours, déjà, je l'avais jamais vu sous ce prisme-là. Et en fait, c'est un humain comme moi. Il vit des difficultés comme moi. Il est peut-être en pleine séparation, je le savais pas. Il vivait peut-être une maladie, un deuil. Ça fait du bien, en fait, de se dire, on est pareil. À un moment donné, on est tous singuliers, mais on a besoin aussi de se retrouver sur certains points. Et finalement, quand on ouvre cette vulnérabilité, ça permet de voir les choses similaires qu'on peut... ce qui nous relie. Oui, puis on se qu'on peut détache, vivre. on est moins dans... Ouais, Il y a une dans le énergie soi, qui est différente. et on est dans plus le collectif. Qu'est-ce qui se passe vraiment chez la personne? Et puis, peut-être que je peux le comprendre parce que ça se passe aussi chez moi ou pas, mais respecter aussi la différence. Ouais, je pense qu'il y a vraiment ça, la diversité. Et le jugement, c'est quelque chose qui est difficile en France, de mon point de vue extérieur. Jugement notamment sur le comportement, sur la manière de réagir d'une personne. Je te dis ça parce qu'on a le cas, j'ai eu le cas récemment dans une entreprise où il y a vraiment une transformation managériale d'organisation qui est plus ou moins bien vécue, plutôt moins bien vécue que bien vécue d'ailleurs. C'est-à-dire, tu changes les responsabilités, tu passes des équipes d'un endroit à un autre. Et du coup, il y a aussi ma représentation de ce que je suis dans l'entreprise par rapport au périmètre que je gère. Et bien sûr, dans un intérêt supérieur qui est quand même l'intérêt de l'organisation, de l'entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est quand même fait pour gagner de l'argent, être performante, assurer de la durabilité, de la continuité, de la qualité de service, etc. Donc, il y a vraiment cet objectif-là. Et derrière, ça vient heurter justement des personnes dans leur propre représentation de leur place et sûrement des peurs. Et ce qui peut apparaître à ce moment-là, c'est l'incompréhension des collègues qui voient des réactions intempestives, des blocages, et puis quelque chose qui ne s'améliore pas dans le temps, c'est-à-dire qui durablement, ça rumine, toujours autour des mêmes sujets. Et du coup, est-ce qu'une entreprise doit tenir compte de ce qui se passe d'un point de vue individuel chez une personne? Je suis pas la personne pour dire comment les entreprises doivent gérer leurs employés parce que, encore une fois, je travaille vraiment en particulier avec l'éducation, tout ça. Mais je pense que être conscient, voilà, effectivement, faire des séminaires et discuter de, j'ai un business, mais c'est des humains qui s'occupent de mon business. Donc, est-ce que la communication est fluide? Est-ce qu'on est capable de dire les choses entre collègues, à son patron? Cette hiérarchie, c'est compliqué, la hiérarchie, la dynamique. Et encore une fois, on va au travail. Est-ce qu'il y a du professionnalisme? Est-ce qu'on arrive à mettre de côté avec quoi on part de la maison ou ce qui se passe? Et c'est normal, on est des humains, on n'est pas des machines. Donc, des fois, ça lâche. On n'est pas capable de prendre sur soi. Et je pense que quand on arrive dans un espace comme la Maison Yuji propose ou ce que je vais proposer, c'est vraiment d'en être conscient que c'est comme ça et que c'est la normalité. On n'est pas des robots et il y a des jours c'est plus compliqué et quand on sent que ok, mon patron c'est aussi un humain, il a aussi son truc et nous employés, au bout du compte, on veut tous que ça se passe bien en soi. Quand on réfléchit, tu vas travailler, tu veux avoir ton salaire, puis t'aimerais bien sortir de chez toi et faire un truc qui te plaît un minimum ou un contact avec ton collègue qui va être sympa. Donc, disons les choses, en fait. Disons les choses. Je crois que c'est très juste de dire que c'est la normalité. Oui. C'est la normalité que quelqu'un se mette à bouder parce que ça va pas, parce qu'elle a un problème à la fois personnel, professionnel. C'est OK. Ouais. C'est pas anormal. Non. Parce qu'on est tous des êtres humains et qu'on est tous à des moments là-dedans. Et si on le considère comme normal, ça permet de le passer. Oui, ou de le laisser pour ce que c'est. N'en rajoute pas et pas de commentaires, va pas aller ou
ou dans ton travail, avoir un comportement, tu vois, on va être biaisé. Mais alors, encore une fois, si ça m'a dérangé, c'est que ça me dérange moi. Donc, ça va encore Ramener à soi. ramener à soi. Pourquoi ça te dérange tant que ça? Tu peux pas la laisser tranquille, la personne? Tu vois? Donc, encore une fois, c'est OK. Donc, accepter que chez tout le monde, ça marche pareil en soi. Et donc ça nécessite des prises de conscience. Ouais. Et ce qu'on évoque depuis le début de notre échange, c'est comprendre le mode de fonctionnement de l'être humain à travers sa constitution. On l'a dit, ce qui se passe déjà d'un niveau embryonnaire et où sont ici nos cellules, la construction de notre système nerveux, et après, ce qui va se passer dans la plus tendre enfance au niveau de l'attachement, la relation aux parents, et puis comment tout ça, ça va continuer à exister à travers nos réflexes, nos modes de fonctionnement. Et donc, il y a cette connaissance qui est vraiment utile, justement, pour apporter de la prise de conscience. Tu as parlé tout à l'heure de la théorie polyvagale. Oui. Je propose justement, dans cette prise de conscience, cette compréhension des modes de fonctionnement, qu'on aborde ce sujet. En fait, donc voilà, Stephen Porges a créé cette théorie de la polyvagale. Elle parle de 3 états du système nerveux. Donc, tu as le ventral, le sympathique et le parasympathique. Et donc, en fait, tous les jours, on a des modes différents. Donc, le ventral, ça va être là. Bon, peut-être qu'il y a un petit peu de nervosité aussi, mais on est posé, on discute, je suis réceptive, je suis sensible, je suis curieuse. Ça, c'est les mots qui résonnent au ventral. J'ai la créativité, j'ai envie, cette énergie-là. OK ? Et puis, le sympathique, c'est vraiment l'action. Alors, ça peut être, je vais faire du sport, ou le stress, ou travailler. Ce qui me met en mouvement. Oui, exactement. Et en fait, le parasympathique, il est ventral et il est dorsal. Donc, c'est-à-dire que dorsal, c'est le mode je suis shut down, je suis gelé, je ne peux plus fonctionner. Voilà. Donc, c'est ce qui ralentit la machine. Ça l'arrête. Là, quand tu es en mode je suis gelé, il y a un blocage, il y a un arrêt total. Et c'est ton système nerveux qui te dit je ne peux pas. Là, c'est trop pour moi. Ce qui explique aussi tomber dans les pommes. Le malaise vagal. Le malaise vagal. Et en fait, il parle aussi du nerf vagal qui va aider en fait à réguler la respiration, le cœur, pour aider justement à être présent. Parce que tout est transition, on passe pas d'un état à un autre. D'accord, on n'est pas blanc ou noir. C'est genre, ok, je sais pas, tu te réveilles le matin, c'est bien, et puis tout d'un coup, tu as l'activité dans le corps, donc tu es en sympathétique, et puis voilà. Et d'un coup, oh là là, j'ai un examen aujourd'hui, je stresse, et j'ose pas. Boum, je suis bloquée. Voilà, c'est ça. Tu es passé par les 3 niveaux du système nerveux. Donc, c'est intéressant. Peut-être que je ne l'explique pas non plus super bien, parce que ça reste quand même une modalité que je me sers dans mes séances. Mais c'est vraiment important de comprendre qu'encore une fois, c'est ça qui va influencer notre perception de soi et des autres. Et donc, quand on fait de la somatique, on va essayer d'aider ce nerf vagal, on va essayer d'aider ce corps à, dans le défi, dans la difficulté, rester présent et pas aller dans le je peux pas. Genre, je veux rentrer chez moi, me mettre sous la couette, ou j'ai envie de pleurer fort et j'arrive pas à parler, ou je suis devant toute mon équipe et j'arrive pas à sortir mes mots. Il y a un déclencheur. Ton système nerveux te dit je suis pas capable. Et c'est souvent lié à une mémoire de l'enfance. On y revient. On y revient. Tous les chemins ne mènent pas juste à Rome, mais également à l'enfance. Ouais, complètement. Complètement. Donc, c'est une théorie super intéressante. Super intéressant. Et, alors, je pense que tu utilises un terme que tu as francisé, mais anglo-saxon. Ah oui, je pense qu'on dit sympathique et parasympathique en français. Ah, parasympathique. Et je crois que tu dis sympathique, oui, pardon. Sympathétique, c'est ça? Sympathétique, ouais, t'as raison. Sympathique, exactement. Sympathique et parasympathique. Ouais. Donc, ce que j'entends de ce que tu as dit, c'est qu'on a en gros deux pédales. On a un accélérateur et un frein dans le sympathique et le parasympathique. L'un nous permet de mettre vraiment en action, l'autre permet de nous ralentir, voire nous arrêter complet. Le stade ventral, c'est quelque chose de très équilibré entre le ventral, ces deux, non, il est vraiment au-dessus. En fait, je fais comme ça parce que physiologiquement, le dorsal, donc celui qui est en mode fermé, je peux plus, se fait dans le ventre. Okay. Le système nerveux, il est connecté aux organes, à l'estomac, aux poumons, au cœur, et sur le visage aussi, le système nerveux. Et donc souvent, quand on a des problèmes d'estomac, c'est parce qu'on a tendance à ce que notre système nerveux est dans ce mode-là. Quand on est stressé, on va être constipé ou avoir... Le fameux nœud dans l'estomac. Voilà. On ne peut pas manger, ouais. Et donc,
C'était quoi ta question, pardon? Je me rappelais plus ce que tu C'était disais. le stade, ce que Le tu dis, ventral, stade tu me demandais du ventral. ventral. Ouais, Oui, ouais. donc en fait, le ventral, c'est vraiment l'état où tu es réceptif. Hmm. T'es réceptif. Mais c'est pas un choix, encore une fois, il faut amener ce système nerveux. Ouais, ouais. Mais c'est un je- état. C'est un état, C'est un le stade état, c'est pas ventral. un choix, Hmm. bien évidemment. C'est pour ça que la nature, c'est important. Mm. Tu sors, tu prends de l'air, tu vas au bord de la mer ou tu peux sortir vite fait, je sais pas, quand on habite en ville, dans un petit parc, tu vois la couleur de. Enfin, moi, après, dans la somatique, j'apporte vraiment le focus là-dessus. Qu'est-ce que je sens en moi quand je suis dans un parc, j'entends les oiseaux, je vois les arbres. Ça paraît tellement ésotérique, mais c'est vraiment ce que le corps a besoin. C'est vraiment ça, quoi, le calme, ou prends quelque chose de bon à boire, je sais pas, moi, un café ou peu importe. Ce que ton corps va percevoir comme Réconfortant. confortant, exactement, réconfortant, c'est le mot. Hmm. Donc, je suis en réunion, par exemple, et je sens que je suis stressée. Faut oser respirer, prendre le temps et s'ancrer et sentir ses pieds. Oui, encore une fois, oh là là, c'est quoi ces exercices? Mais non, ton corps a besoin de ça. Hmm. Je sens mon corps ancré, je sens mes pieds. Je vais fermer les yeux 2 minutes, je vais aller aux toilettes, je vais respirer un coup, si j'ose pas le faire devant les autres. Mm. Et si tu fais ça tous les jours un petit peu, ça aide ton système nerveux à être un peu plus calme, à accepter les challenges, comme voilà, nous aujourd'hui, premier jour de podcast. Moi, je sens mon corps, tu vois, là, je sens, je me sers de la chaise, je relâche mon estomac, je le fais. Je sais ce que je fais pour m'aider. Consciemment. Ouais, inconsciemment, pour pouvoir justement être au meilleur de ma forme, Pour entre ça, il faut guillemets. bien se reconnecter au corps. C'est important. Ouais, il faut toujours tu reçois y l'information, revenir. Ouais. Quels sont les outils somatiques, quels sont les outils conscients pour pouvoir avancer, quoi. Du coup, ça permet de générer un état d'être, Oui, qui permet d'accéder finalement à nos ressources, à nos potentiels. Comme tu dis là, Ouais. dans un environnement qui n'est pas connu, je me mets en condition, donc Ouais. consciemment, en connaissant que mon système nerveux il va se mettre lui plutôt en mode alerte parce Oui. que c'est pas connu, Ouais. il y a peut-être de l'insécurité quelque part, même si on a été très très bien reçus. Oui. Et du coup, consciemment, je mets en place certaines choses qui me permettent de me relâcher et du coup d'accéder à mes ressources, mes potentiels, Oui. pour permettre d'avoir un échange le plus utile possible, aussi passer un moment le plus agréable, parce que c'est quelque chose aussi du l'ordre du plaisir qu'on Complètement. retrouve en passant dans cet état d'être. Exactement. Et donc, c'est un état d'être que tu utilises pendant tes séances ou Oui, c'est complètement. vers lesquels Ouais. tu amènes en fait les J'accompagne. personnes que tu accompagnes vers cet état de... Complètement. On fait l'exercice ensemble. Moi, personnellement, je veux faire ça ensemble. Hmm. Parce qu'encore une Se fois, synchronise. on se synchronise, on le fait ensemble, la personne ne se sent pas aussi. Puis je m'en suis rendu compte parce que moi, je l'ai vécu et j'aimais bien savoir que la personne fasse l'exercice avec moi. Ce que j'ai pas mentionné aussi, c'est que je suis aussi éducatrice dans le développement psychomoteur du nourrisson. J'ai aussi étudié ça à côté du counseling. Donc, ces études-là, pendant 3 ans, c'est aussi beaucoup d'être dans l'expérientiel. On va être dans le corps, on va ressentir. Donc, moi, si je veux que tu relaxes, faut que je relaxe avec moi aussi. Donc, faisons-le ensemble, comme dans une classe de danse où le prof, il va danser avec toi. Et donc, moi, ça me relaxe. Donc, vu que je suis relaxée, je vais pouvoir te guider encore mieux. Puis ton corps, il va sentir que je suis pas focusée sur toi, mais que je vais être en moi. On va le faire ensemble. Du coup, ça va circuler pareil. Donc, ça va circuler, nos corps vont relaxer. Je le dis, voilà, on le fait ensemble, je ferme mes yeux. Et donc, moi, ça m'aide encore plus pour te guider d'une manière très intuitive et très relaxée. Donc, incarner vraiment ton travail, c'est important. On va pas donner des... Enfin, moi, je pense qu'on peut pas se permettre de donner des conseils aux autres si on ne s'applique pas sur soi d'abord. C'est obligé. Donc, je l'applique vraiment dans mes séances. On va le faire ensemble. Et puis voilà, puis après, je vais guider. Et très généralement, j'ai les yeux fermés. Je vais écouter ce que la personne elle va dire. Je vais le ressentir en moi. Après, voilà, chacun sa manière de faire. Mais prendre le temps, écouter, arriver ensemble, ressentir, c'est les mots-clés. Ça fait penser à la génération d'un état de flow. Ouais. Qu'est-ce que tu peux en dire, Julie, cet état de flow? L'état de flow, pour moi, c'est quand tu es vraiment en pleine présence à toi-même. Et ça, c'est quand tu as une bonne connexion à ton corps et justement quand il n'est pas trop entravé par des peurs, par un système nerveux qui va être en alerte. Et ça me fait notamment penser à nos représentations de danse où on a tous des états différents et des rapidités ou non à se mettre dans cet état de flow. Et je pense que quand tu as mis plein de choses en paix et en sécurité, c'est plus facile de t'y connecter rapidement
que lorsque tu as encore des choses qui sont insécures, et pour trouver cette sécurité-là. Et l'état de flow, c'est vraiment l'état ultime, je pense, parce que tu es complètement connecté à ton corps, tu n'es plus dans ta tête et tu n'es plus en train d'exécuter quelque chose. En tout cas, moi, l'état de flow, je pense qu'on le vit en tant que danseuse assez régulièrement. Mais c'est quelque chose qui se prépare, je pense aussi. C'est quelque chose dont il faut avoir conscience qu'on peut se détacher du mental et vivre l'expérience complètement à l'intérieur de son corps et de ses sens. Mais il y a pour moi une espèce de forme d'abandon. Et il y a plein de gens qui ont peur de ce moment de lâcher prise, en fait. Si je lâche prise, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'il peut m'arriver? Je vais tomber, ça va pas le faire. Les autres, ils vont voir quoi? Et en fait... Depuis tout à l'heure, vous parlez, et ce qui me vient, c'est aussi cette représentation qu'on peut avoir lorsqu'on est... Souvent, moi, je suis souvent connectée à cet état de flow, assez naturellement, j'arrive à y aller, mais il y a beaucoup de peur de ce que ça peut représenter et d'assumer. En fait, tu dis, tu vois, on a besoin peut-être... là, juste de s'installer mieux et tout. Et on va se dire, mais qu'est-ce que les autres vont penser? J'ai besoin... mais en fait, là, j'ai besoin de m'étirer. Moi, c'est quelque chose que je peux faire dans un magasin en faisant mes courses parce que j'ai passé ce cap-là. Mais je vois à quel point le regard de l'autre va te freiner complètement parce qu'on va dire, mais elle est folle, mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors qu'un enfant de 4 ans, il va se rouler dans un magasin, bon, on va dire, les parents ne savent pas l'éduquer, mais on va le laisser passer son truc et puis il va sortir et après, il sera mieux. Nous, on n'a plus cette autorisation cette intuition d'être connecté à soi, de vivre le moment, d'être traversé par une émotion, d'être juste triste ou en colère. Et en fait, on va beaucoup s'attarder à ce que vont penser les autres et pas forcément à son propre besoin. Et je pense que c'est important aussi de revenir à ses besoins. De quoi j'ai besoin? Comme tu disais tout à l'heure, est-ce que j'ai besoin de manger quelque chose qui me réconforte? Parce qu'en fait, le corps, il sait très bien de quoi on a besoin si on se remet à son écoute. Mais encore une fois, il faut se mettre à son écoute. Il faut peut-être lever des freins et des obstacles qui empêchent cette écoute-là. Ouais. Et je juge pas du tout les personnes qui sont pas connectées. Si elles le sont pas, c'est bien parce qu'elles ont dû se dissocier à des moments sur certains aspects de leur vie. Mais c'est fondamental d'être associé à son propre corps et d'écouter ses propres besoins. Parce que toi, tu as un besoin que moi, je n'ai pas et ils sont pas connectés au même moment. Ouais. Et à un moment, c'est aussi assumé. Ce qui me vient là, c'est cette histoire de sieste ou de rythme de sommeil. On a tous des rythmes de sommeil différents. Ouais. Et moi, j'ai vraiment eu beaucoup de culpabilité à me dire, en fait, j'ai besoin de faire une sieste. Mais socialement, comment c'est vu? Et je pensais d'abord aux autres. Qu'est-ce que vont penser les autres? Manon, qu'est-ce que tu vas penser si je me couche l'après-midi alors qu'on est en train de travailler? En fait, c'est juste mon propre besoin parce que mon cycle biologique n'est peut-être pas le même que toi, ma corporalité. Quand on fait, 46 kilos, quand on en fait 75, on n'a pas besoin de manger les mêmes choses, on n'a pas besoin de dormir de la même manière. Il y a des gens qui ont besoin de 5 heures de sommeil, ils sont opérationnels. On sait les moyennes, voilà, il y a des moyennes. Mais après, comment je fonctionne moi-même? Et en fait, souvent, on va mettre ses besoins de côté pour se conformer, pour être comme les autres, pour être accepté, pour être reconnu, pour être aimé. Alors qu'en fait, je pense qu'il faut aussi faire ce travail de déconstruction, de pas être comme les autres, d'être singulier, d'avoir des besoins différents, mais il faut les connaître, les percevoir et peut-être les verbaliser et dire, moi, en fait, voilà, j'ai ce besoin-là, je l'exprime et déjà, il va être plus ou moins accepté ou reconnu, mais ça va créer un échange sur, voilà, toi, ton propre sommeil, Leslie, est-ce que tu as besoin de te coucher très tôt et être levé à 4 heures du matin et être efficace et faire du sport? Est-ce que tu vas créer la nuit et tu vas te lever plus tard? Mais en fait, comme on a une société dans laquelle on vient au bureau, on va à l'école, c'est normé, on a appris à se conformer. Et je pense qu'on s'est beaucoup oublié dans ce truc conforme. On a été conditionnés. Ouais, on est conditionnés. Et en fait, on reparle de se déconditionner pour pouvoir être vraiment soi. Et je trouve que c'est dur de l'assumer, en fait. De se dire, je vais... là, en fait, j'ai besoin d'aller me coucher. Mais tu sais, c'est dur de l'assumer parce qu'on a été obligés, notre génération... de le faire pour soi. Alors que si on amenait ça déjà dans l'éducation, dans la petite enfance, dans les crèches, si les éducateurs avaient été éduqués à comprendre comment le corps fonctionne, et les parents, imaginez, après c'est très idéaliste ce que je dis, mais c'est vrai que s'il y avait ce genre de cours de somatique une fois ou deux dans la semaine, en crèche, en primaire, ça deviendrait une normalité. Naturel. Donc, on apprend à se connaître. Moi, je vois que j'ai vraiment appris en étant danseuse pendant 30 ans
J'ai appris sur mon corps vers la fin de ma carrière. J'ai utilisé mon corps comme un outil, mais je ne le connaissais pas dans sa profondeur. Bien sûr. Et ça revient encore à l'éducation et le système nerveux et tout ça et l'attachement. Donc, si on a ça, ça devient une normalité. Donc, on avance dans la vie avec ces outils qui sont déjà en nous, dans nos comportements. Et donc, ça ne devient plus un problème. Il y a ce mental qui est lâcher prise sur le mental et d'assumer, oui, moi, en fait, ça m'est complètement égal si ça te dérange. C'est réellement ce que j'ai besoin. Et ça ne va pas me déclencher que tu ne comprennes pas. C'est vraiment En fait, je pense que dessous, souvent, il y a des peurs de ne pas être aimé. Ouais. Tout simplement. Si je ne fais pas comme ils voudraient, ils ne vont pas m'aimer. Ouais. C'est mal vu socialement de dire un soir, t'as invité des amis, moi j'ai besoin d'aller me coucher maintenant. Ouais. Donc on va se forcer, on va aller au-delà d'une limite, après on va être pas bien, mais finalement on va être moins social, on va... Une tolérance. On repart de la tolérance qui nous manque beaucoup. Je pense que ce mouvement-là, vers du retour vers l'individu et ses propres besoins, il pousse fort en ce moment. Ouais, complètement. C'est pour ça qu'il y a des transformations du monde du travail, qu'il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à leur compte, qui sont entrepreneurs individuels, parce que quelque part, il y a vouloir respecter ses propres besoins. Oui, voilà, son propre équilibre, la place donnée au travail, avec des moments de forte activité, des moments de plus faible activité, en fonction de quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ou 50, on n'a pas les mêmes vies aussi personnelles autour. Et donc, ça pousse fort. Ça pousse aussi dans les organisations et les entreprises. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup le développement du télétravail, bien sûr le Covid, mais ça a aussi offert la possibilité de retrouver, justement, tu parles de la sieste, je pense que le télétravail a permis à un certain nombre de personnes qui avaient ce besoin-là de pouvoir le vivre dans les moments où ils sont chez eux plutôt qu'au travail. Je crois que ce mouvement-là, il fait un peu peur, dans le sens où ça crée plein de singularités, plein d'individualités. Ouais. Et donc, c'est la vraie question quand on est manager, comment on fait maintenant pour manager ? Si on remonte à quelques années auparavant, il n'y a pas si longtemps que ça, les collaborateurs, ils étaient présents dans l'entreprise, je sais pas, de 9h à 18h, avec un manager qui était présent, qui leur insufflait à la fois la façon de faire, les messages, le sens, qui aussi corrigeait, surveillait, était en soutien sur tous ces temps-là, et de manière durable. Et ça, 5 jours sur 7 dans une semaine. Et en plus, il y avait beaucoup de relations interpersonnelles, avec beaucoup de présentiel. Et désormais, on se retrouve davantage seul. Ouais. Donc, c'est très bien parce que ça permet d'écouter davantage, effectivement, ses besoins, de peut-être de les assumer différemment. Mais ça crée des difficultés pour retrouver un modèle collectif. Comment on fait pour retrouver en fait une façon de fonctionner ensemble, parce que c'est très nouveau, je pense. Ouais, c'est ça, en fait. Ce truc c'est nouveau, on est en train de reconstruire un nouveau système. En fait, on peut s'écouter, on peut avoir... on entendait, je parle il n'y a pas très longtemps, quand dans des comités de direction, quand on faisait des revues, par exemple, de fonctionnement de l'organisation, des différents profils, des collaborateurs. Telle personne, elle s'écoute un peu trop, quand même. Tout le temps, là vraiment, il faut y aller, quoi. Tu vois. Okay. Oui, après, il y a un contexte, on ne peut pas savoir. Oui, il y a un contexte. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça fatigue tout le monde. Oui, c'est toujours la même personne qui... Mais c'est en train de se démultiplier. Ouais. Et je crois que là où il y avait quelque chose, un peu le rouleau compresseur, on se met tout on se met en ordre de marche, on applique des process, des façons de faire, et on envoie tout. Ouais. En fait, on commence à voir que ça se disloque, qu'en fait, chacun a besoin de faire un peu à sa sauce pour continuer à être en santé, pour continuer à être équilibré, pour continuer aussi à pouvoir travailler ensemble, éviter les burn-out, les arrêts de travail, pour éviter aussi de turnover trop important. Et que les dirigeants et managers ne sont pas très bien équipés aujourd'hui pour comprendre véritablement ce qui se joue dans l'organisation, de ce point de vue-là. Plus d'individus, parce que ça a énormément bougé, moins de collectifs, et comment on remet du collectif avec les individus. Ouais. Je pense que c'est toutes les questions d'équilibre, comme dans la nature. C'est ça. S'il y a le temps pour se retrouver avec soi et peut-être, je ne sais pas, concrètement, avoir 2 jours en télétravail et 3 autres jours où... au boulot, des meetings où les gens vont un peu checker les uns avec les autres, qu'est-ce qui se passe, et puis aussi être responsable de se dire ok, j'étais à la maison, demain c'est boulot, voilà. Je pense que encore une fois, quand tu as une personne extérieure de l'entreprise vers qui tu peux te retourner, tu peux parler de ça, comme ça le truc il est lâché, il est régulé dans la séance et tu vas au travail plus libéré, parce que bien évidemment il y a un espace pour tout.
Ouais. C'est pas enfin, ton patron, c'est pas non plus ton thérapeute. sûr, Je comprends. bien sûr. Enfin, j'imagine déjà les entrepreneurs qui disent attends, c'est pas mon job. Oui, c'est vrai, c'est pas leur Oui, job. je suis d'accord, Ouais, je suis ouais. complètement d'accord. Mais il y a peut-être un environnement où au moins une conscience de se dire j'ai le droit de pas aller bien, j'ai le droit de pouvoir le dire Mm. et je prends mes responsabilités. Je vais faire une séance. Mm. De dire les choses comme elles sont en fait. Mm. Moi, je veux aller bien, je veux pouvoir bosser pour toi, mais j'ai besoin de mon temps. Mm. Et moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai eu mon burn-out. Mon directeur artistique, il m'a dit rentre chez toi. Rentre chez toi, fais ce que tu as à faire. Bon, dans mon cas, c'était différent, mais il m'a dit dans 1 mois et demi, après Noël, tu es là. Et c'est ce que j'ai fait. Mm. Donc, tu fais confiance à ton employé. Mm. Les contrôle pas comme des petits enfants. C'est aussi un truc très français dans le contrôle. Enfin, je dis ça, je peux me tromper, hein, mais c'est un sentiment que j'ai venant, encore une fois, d'avoir vécu en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas. D'être dans le contrôle et de dire qu'est-ce que tu dois faire. Non. Donne-lui l'espace pour qu'il découvre ce qu'il doit. Moi, je dois comprendre pour moi ce que je dois faire. Donc, quand je prends mes responsabilités, quand j'ai la bonne personne qui va me guider donc dans ces séances-là, j'ai mes outils et là, j'arrive et je vais voir mon patron, mes collègues et je vais dire ah ok, j'ai découvert ça, donc je vais essayer comme ça. Mm. Puis on essaye, on tente, c'est ok, ça marche pas, on réessaye. Mm. Cette flexibilité qui doit être aussi dans le système nerveux. Et puis C'est ok de et pas la recherche savoir. de Ouais. l'équilibre. C'est ok de pas savoir Mm. et de l'équilibre, Mm. effectivement. Et la communication et puis bon, oui, enfin, Parce c'est qu'on tellement de rencontre choses à dire. des organisations dans lesquelles effectivement il y a ce truc du petit chef qui contrôle et Mais qui dit quoi oui. faire, etc. Oui, Mais tu as également une émergence de mode de fonctionnement sous l'angle, on va appeler ça de la bienveillance, qui est très utile parce que c'est Ouais. aussi ça, accueillir un être humain, Ouais. mais c'est aussi lui donner dans cette bienveillance aussi un cadre. oui, Et on rencontre aussi des managers qui savent pas quoi faire là-dedans, qui ne savent plus aussi affirmer leur autorité et qui sont dans l'accueil pleinement entier de tout ce qui se passe, quoi. oui, Voilà. d'accord. Sans y mettre le structure. cadre, Ouais, sans d'accord. structure. Sans structure, ouais, c'est ça. Et en fait, je crois que le truc, c'est que c'est quand la recherche d'équilibre, on le Mm. voit comme quelque chose avec une seule dimension, comme un fil, où si d'un côté on tire entre l'individu, vers l'individu, du coup, c'est le collectif qui en pâtit. Si je tire vers le collectif, c'est l'individu qui en pâtit. Alors qu'on pourrait le voir un peu en 2D, quoi. On peut à la fois développer son individu et également développer le collectif. Ah, mais complètement. Mais en fait, c'est la grande Et truc c'est ça, à, c'est cette à balance. mettre en œuvre. Ouais. Je pense, en fait, c'est très intéressant parce que je remarque que quand j'écoute ce que tu dis, quand je vois comment ça se passe, c'est vraiment la représentation du système nerveux. Le cerveau, il a besoin de sa routine, Le cadre. le cadre, Ouais. mais une flexibilité avec ce qui est inattendu, les défis, Ouais. le stress. Transformation, les Donc en épreuves. soi, c'est pareil. Mm. Si tu te dis qu'on fonctionne comme ça en tant qu'être humain, Mm. tu dis ok, où est mon cadre et où est cette flexibilité? Et bouger entre les deux. Mm. Donc oui, l'individu et le collectif. Il y a la respiration, Obligé. il y a le mouvement, il y a Ouais. le système nerveux. Et tu vois, le mouvement est Ouais, très on naturel. est comme des. Moi, je Mm. dis souvent la métaphore de l'arbre. On est Mm. ancré, Ouais. Des racines. mais t'es raciné, tu vois. Mais après, t'as ces feuilles et ces branches qui bougent avec le vent, qui acceptent l'hiver, Les qui saisons, tombent et qui repoussent. C'est une métaphore de dingue. Pour moi, c'est ça, en fait. Et la branche qui pousse vers le haut, ça lui pose pas de problème qu'il y ait une branche qui Non. pousse à l'horizontale. Non, A priori, Non. ils ne sont pas en combat. non. Et parce qu'ils sont au service de l'ensemble. Ouais, Depuis le temps qu'on dise que c'est du vivant, une entreprise. voilà. Ah oui. Complètement. Ah oui. Complètement. Tout système est vivant parce qu'il est en mouvement, forcément. Ouais. Et accepter qu'il y a des endroits où ça bloque, des endroits où ça circule bien, et des endroits où... C'est vraiment, il faut le voir aussi, on n'a pas trop parlé de cette vision systémique, mais je pense qu'il faut toujours avoir ce regard de système. On est des individus au sein d'un système, Complètement. on fonctionne ensemble, et parfois, Ouais. dans l'engrenage, ça bloque, c'est OK, ça fait partie de la systémie, et c'est Ouais. important de regarder aussi notre rôle à l'extérieur, nous permet de regarder le système dans son entièreté, et l'individu au sein du collectif, que ce soit de son entreprise, de son couple, de sa famille, de son histoire personnelle. Regarder le système, c'est aussi ne pas cristalliser sur la personne. Ça me fait notamment penser quand on accompagne des enfants. Souvent, le parent vient et dit « Mon enfant a un problème, c'est problématique, il est conflictuel, on ne sait plus quoi faire, on a tout essayé. » Je pense que dans ces moments-là, il faut toujours regarder le système dans son entièreté. Bien Il est sûr. bloqué dans cette dynamique-là qui raconte plein d'autres choses du système. Bien sûr. Mm. Donc, une entreprise, c'est Quel un est le système... résultat Mais tu as le même Énorme. sujet avec un manager qui vient te Mais voir en oui. te disant j'ai un problème avec un collaborateur, Et oui. regardez, il fait ci, il fait ça va pas, il respecte pas mes ordres, il me parle mal, nanana.
C'est exactement la même même, chose. même Ouais, dynamique. la quoi. même dynamique. Et donc, c'est bien le système qui produit ça Oui. et que chacun reprenne la pleine responsabilité de ce qui lui appartient. Et donc, Exactement. de faire ce travail à Avec l'intérieur. bienveillance et sans Ouais, jugement surtout. ouais. Parce qu'on est tous dans le même bateau au bout du compte. Et pour ça, donc, il faut de l'espace Ouais. pour pouvoir prendre le temps. Ouais. Il faut être prêt à Prenez pas le avoir des temps. résultats tout de suite, plutôt que de vouloir immédiatement obtenir des résultats qui sont... Après, c'est très humain. Hein. Je pars du principe que, par exemple, si tu as un mal de ventre à te tordre en deux, tu as mal, tu veux tout de suite un médicament, tu veux quelque chose qui te soulage immédiatement. Tu n'as pas envie de comprendre, mais attends, à quoi c'est relié? Peut-être que c'est parce que j'ai eu un conflit. Nanana. Tu veux cette solution rapide, c'est quand même très humain, je trouve. Donc parfois, il faut aussi être tolérant avec ça. Et ça me fait vraiment penser à la prise de médicaments. Hein. Je pense qu'on peut éviter plein de médicaments, mais il y a des moments dans la vie, on a besoin d'un soutien immédiat pour passer le cap de commencer après à regarder qu'est-ce que ça raconte de moi, des autres, de mes relations. Mais je trouve que la métaphore de la douleur, quand tu fais une crise d'appendicite ou quand tu fais quelque chose de violent, t'as pas envie qu'on te dise que c'est parce que t'as un conflit émotionnel. Tu vois, t'as besoin d'être soulagé. Et voilà, c'est se dire que l'être humain, parfois, il a besoin de cette immédiateté pour après pouvoir vraiment prendre le temps et de pas juger ce besoin de béquille ou cette réaction qui va être un peu immédiate parce qu'elle fait aussi partie de notre propre fonctionnement finalement. Bien sûr. On a des choses très soudaines et on peut pas les gérer autrement. L'image qui me vient, c'est l'image de couche. Hein, on ne peut pas accéder tout de suite au fond du système. Il y a tout un chemin pour y aller, effectivement. Surtout quand on est dans un cadre professionnel. Parce que nous, on intervient dans un cadre qui est quand même très particulier. Aussi dicté par de la réglementation, du respect de la vie personnelle. Et on va violenter personne, obliger personne à aller rentrer dans ces grandes profondeurs. Mais il y a déjà dans les premières couches des choses sur lesquelles on peut agir. Et ça fait du tri, ça fait de la prise de conscience, comme on disait, déjà juste avoir conscience de mon propre attachement, de comment je fonctionne, de comment je respire, de ma capacité d'émerveillement, de choses très simples. Et de faire un petit état des lieux, ça permet déjà de dire je vais prendre telle ou telle direction pour moi, pour continuer mon chemin de vie. Oui, on partage ça parce que ça reste quand même... fait partie de l'être humain, mais il n'y a aucune obligation. Non. Chacun a son rythme. Il y a des gens qui ne font jamais ce chemin chacun sa phase de vie, chacun son... de... Si ça résonne, tant mieux. Et si ça résonne pas, peut-être éventuellement et peut-être jamais, et c'est OK. On n'impose rien. Et puis regarde, les générations précédentes ne l'ont pas fait, n'avaient pas toutes ces connaissances-là, et ils ont vécu leur vie à leur manière. On peut vivre. Mais je pense vraiment qu'il y a des endroits où on survit plus qu'on vit et c'est un peu dommage. C'est ça. C'est si là tu où sens on que tu es en peut... mode survie, là, il y a vraiment un problème. Et comment on le sent, le mode survie, alors? C'est quoi les indices qui montrent qu'on est en mode survie? Moi, concrètement, incapacité de connecter avec les autres. Très souvent dans l'émotion, des réactions qui sont très fortes, très vite. Donc peut-être la colère ou la tristesse. Je donne un exemple. Ouais, déjà, ça part de là. T'es pas capable, ou tu peux pas sortir de chez toi sans être dans une peur. Après, il y a plein de facteurs. Hein. Des fois, des gens ont des phobies, mais bon, j'essaie vraiment de répondre à ta question. Il y a plein de choses, mais je pense que... Le fait d'être coupé aussi. Coupé du monde. Coupé du monde, coupé de soi aussi. Ouais, coupé complètement. Toi, tu dis, il y a des émotions qui sont trop vives, mais il peut y avoir aussi des émotions qui sont absentes, quoi. Comme un vide. C'est ça. C'est ce système nerveux qui se ferme parce que c'est trop. Et il s'est passé trop de choses, il y a eu trop d'accumulation, et mon corps, il dit, je peux pas. Donc oui. Donc là, on rentre en mode survie. Là, on est vraiment en mode survie. Surtout si c'est depuis des années, ou même ça fait que quelques semaines ou quelques mois, et peut-être même quelques générations. Donc on va parler d'addiction, on va parler de traumatisme, on va parler de... J'ai vraiment l'image du bateau dans la tempête. Hein. Quand il y a la tempête, hop, on remplit toutes les voiles au maximum, on se met à l'intérieur et on attend que ça passe. Mais du coup, ça ne permet pas de pouvoir vraiment traverser ça, de pouvoir réavancer, de pouvoir tirer la voile et puis de prendre le vent peut-être qui doit nous amener. Donc il y a vraiment ça dans ce truc de survie. Hein. Je me mets à l'intérieur et du coup... incapacité de fonctionner, et puis après la tête qui commence à partir dans tous les sens et à se blâmer et à s'en vouloir et à se détester. Enfin, ça fait après effet boule de neige. Mais quand on comprend qu'on n'a pas fait ce choix-là
et que c'est notre corps qui nous dit je peux plus en fait là, peut-être qu'on est un peu plus dans l'empathie avec soi-même, quoi, dans la compassion. Mettre un peu de douceur, Bah oui. ça commence comme ça. Moi après je comprends, hein, quand on n'a pas eu de douceur dans l'enfance ou quand on n'a pas eu, je sais pas, comme la danse, moi ça m'a aidé à exprimer toute l'énergie que j'avais en moi. J'ai eu cette chance-là, mais pas tout le monde a cette chance-là. Donc on était en train de parler du mode survie. Oui, Et comment, à travers, quand on a ces indices qui nous montrent que justement on commence à être coupé de nous, des autres, que c'est un indice qui montre qu'on a besoin d'aller faire ce chemin oui, et que le chemin de l'accompagnement, c'est facilitant pour le faire. Bien sûr, ça vient se heurter à ses propres contraintes. Ça peut être des contraintes de temps, ça peut être des contraintes bien sûr de moyens, parce que, complètement. un investissement que l'on fait sur soi, mais qui coûte. Et que quelque part, chacun a son chemin et on a aussi le temps d'aller prendre, de choisir le chemin qui nous correspond. Le chemin aussi en termes de pratique, la voie du somatique, la voie du corps, ça semble essentiel et nécessaire de Oui. passer par là, dans ce que tu nous as expliqué. C'est aussi notre expérimentation. Mais on a le temps d'y aller. Il y a d'autres chemins pour y aller aussi Bien sûr. tranquillement. On a une approche, nous, qui est, on parle beaucoup d'intégratif. Intégratif, Julie me reprendra ou me complétera, mais c'est vraiment prendre l'être humain dans sa globalité, donc à la fois avec son mental, avec ses émotions, avec bien sûr corps, avec ses relations, mais c'est aussi autant de portes d'entrée pour travailler justement, pour sortir de ce mode survie, aller vers quelque chose qui est de l'ordre du mouvement. Et pour certaines personnes, ça va être plus facile de commencer par une porte, peut-être un peu de mental, un peu d'émotion, mais rapidement, le corps viendra quelque part là-dedans. Et que respecter chaque individu, il n'y a pas de voie Il n'y a magique. pas de meilleure porte d'entrée, non. Non. Et parfois, les gens ont besoin de comprendre. Je pense qu'on est quand même des humains, on a besoin de comprendre. On a ce cognitif-là qui domine et qui a servi Complètement. aussi à notre évolution. Ouais. Et je trouve que pouvoir échanger avec eux, leur expliquer notre approche, mettre des mots, rassurer, c'est en effet, on n'a pas des approches qui sont complètement perchées, mais parfois, quand on parle de respiration, on parle de corps, on parle de choses assez loin de l'univers du quotidien des gens, c'est important quand même de L'expliquer de pourquoi. l'expliquer pourquoi Bien sûr. et par quel chemin on va passer, quel sens ça fait pour nous. Parce que le fait aussi de l'avoir expérimenté, comme tu disais tout à l'heure, Leslie, c'est important. Je pense que c'est ce qu'on appelle incarner. Oui. Et on fait de l'accompagnement qui est incarné parce qu'on a expérimenté ces choses-là et on en a éprouvé les bienfaits et l'importance de les éprouver et de les avoir traversés nous-mêmes. Complètement. On arrive au terme de cet épisode, de ce premier épisode du podcast de la Maison Yuji. Oui. Avant de nous quitter, j'ai envie de résumer un petit peu ce qu'on s'est dit. On a parlé pendant plus d'une heure et demie, donc bien sûr, c'est pas évident. Mais ce que je retiens, moi, c'est on a vraiment parlé, on est vraiment allé à la racine de qui nous sommes. C'est ça. Et de revenir au fait qu'un être humain, c'est un système nerveux et qui a été construit à travers une histoire et un passé qui s'intègrent au sein d'un individu, biologiquement, physiologiquement, et qui se construit aussi bien dans le ventre de la mère qu'également à l'extérieur, à travers notamment ces figures d'attachement qui vont créer nos façons d'être en relation avec nous, d'être en relation avec les autres, avec le monde, et que ça se poursuit dans le temps, et qu'on le retrouve bien sûr dans notre vie d'adulte, et que dans notre vie d'adulte, dans laquelle on est aussi des professionnels, on entre en relation avec des personnes dans des organisations, dans des entreprises, eh bien, ces ensemble de systèmes nerveux qui sont en étroite collaboration, en étroite relation, en échange perpétuel, et que pour bien appréhender ce qui se déroule d'un point de vue relationnel dans une entreprise, dans une organisation, ou dans une famille, ou dans un couple, c'est important de remettre justement de la conscience, de la connaissance sur comment on en est arrivé là, quoi. Qu'est-ce qui fait que je suis l'être humain que je suis aujourd'hui, et comment je le respecte, comment je revisite cette histoire, comment je comprends aussi que l'être humain qui est en face de moi, il a lui-même ce parcours singulier, personnel, qui explique la manière d'être aujourd'hui, donc la manière de réagir, donc ce qui sous-tend ça, les émotions, les croyances bien sûr, et que en y mettant de la conscience, ça permet de ramener chacun à sa propre responsabilité,
a sa propre singularité. Et c'est tout un ensemble de façons d'appréhender les relations qui permettent retrouver de la paix. Parce que quand je reprends ma propre responsabilité sur ce qui se joue, je laisse aussi à l'autre sa propre responsabilité et ça vient plus quelque chose qui est de l'ordre de la violence, de la tension, de la culpabilité, Contrôle. du contrôle dans la relation. Et c'est ce qui permet de retrouver un équilibre. Un terreau plus sain. Je pense que c'est beaucoup plus sain. Ouais. Et donc, et derrière, de la paix, sûrement du plaisir et probablement beaucoup plus d'efficacité, parce que comme tu nous l'as expliqué juste avant de passer à cette conclusion, on a un état en nous qui est un état de flow ou le stade ventral, qui est un état dans lequel on a vraiment accès à nos potentiels, à Complètement. nos vraies ressources. Complètement. Je pense aussi la joie et le plaisir et la créativité. Ouais. On l'a Le tous. trésor. Et ce trésor vient quand tu es dans cet état. Dans le stress, c'est compliqué. Il y a peut-être des gens qui travaillent effectivement mieux dans le stress, mais ça, encore une fois, c'est une croyance. Et puis, ça doit être C'est dans une une habitude certaine qu'ils ont eue. mesure. Ouais. Mais je suis sûre Quel que type de s'il y avait un stress petit peu de travail et de guérison, tout ça, ce serait peut-être encore plus... Mais parfois, on a peur de son facilement propre accessible. potentiel. Hein. Ouais. Alors, tout ça en soi. Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert? Ouais. Quelle est l'utilité de ça? Mais c'est vrai que souvent, les personnes, elles arrivent avec ce potentiel un peu éteint ou quelque chose qui vient couvrir tout ça. Et quand tu commences à trier et à accéder vraiment à ce trésor que tu as à l'intérieur de toi, c'est là où il y a de la richesse. Tout un chemin. Tellement de choses à dire. Et plein de promesses. Oui. Effectivement, plein de choses à dire, mais on doit terminer notre épisode dans ce temps. Avant de finir, Leslie, 2 questions pour toi. Une première sur un conseil que tu pourrais donner à nos auditeurs en matière de lecture, justement pour poursuivre ce chemin, parce qu'on a ouvert plein de portes, on a parlé de plein de sujets, mais pour approfondir, pour justement prendre de la connaissance, est-ce que tu aurais des recommandations à formuler? Côté bouquin, tu veux dire côté livre? Côté livre. Alors, le titre en français... Et le corps n'oublie rien. Voilà, The Body Keeps the Score de Bessel van der Kolk. Voilà, incroyable. Ça parle de mémoire cellulaire. Gabor Maté, qui est hongrois, américain. Il parle d'addiction. Et je pense que la société devrait vraiment comprendre que l'addiction n'est pas un choix et qu'on est une société où on est tous addicts d'une manière ou d'une autre. Mais c'est un autre sujet et je pense qu'on devrait en parler dans un autre podcast. Ça donne parce des que idées. c'est énorme sur l'addiction. C'est dingue. Alors, il y a aussi Peter Levine qui parle de somatic experiencing. Donc, c'est expérimenter sa somatique, comprendre le corps aussi. La théorie polyvagale, si ça vous intéresse. Non, pardon, c'était pas ça du tout. Je pense que c'était David Grant à qui je pense, qui parle, oui, c'est ça, de la théorie polyvagale. Stephen Porges a créé donc la théorie polyvagale et le brain spotting, cette thérapie que je parlais en début du podcast, c'est David Grant. Parce que Porges, c'est pas très accessible. Porges, c'est la théorie polyvagale. Je sais pas s'il a vraiment écrit un bouquin là-dessus, c'est possible. Moi, j'ai dirigé vraiment vers le monde scientifique. Oui, voilà, il y a des articles, tout ça. Puis bon, j'ai suivi tellement de webinaires que le bouquin, mais le brain spotting, c'est une thérapie très intéressante. Et d'ailleurs, j'aimerais mentionner qu'apparemment, à la Londe-les-Morts, il va y avoir dans quelques semaines une conférence sur le brain spotting que j'ai commencé il y a 10 ans. C'est arrivé jusqu'à la Londe. Ça arrive jusqu'à la Londe. C'est ce qui est un truc de dingue quand même. Mais donc voilà, ça pourrait être aussi intéressant et je pense que ça suffit déjà. Et puis après, voilà. Si on suit ces personnes-là sur les réseaux, ils vont proposer d'autres bouquins. Enfin, il y a tout un réseau de... Et ça donne du coup plein de sources potentielles dans lesquelles aller puiser pour poursuivre ce chemin de connaissance et de compréhension du fonctionnement de l'être humain. Donc, je t'ai annoncé 2 questions, que c'était la première. D'accord. J'ai pas oublié qu'il y en avait une deuxième. Et ça sera pour terminer. Si tu devais nous donner aux auditeurs un mot sur l'accompagnement, sur l'intérêt de l'accompagnement et les bienfaits sur la santé, qu'est-ce que ça serait? En tant que de recevoir l'accompagnement, Ouais. aller vers quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise. C'est crucial. Même si la thérapie est peut-être dans la tendance, mais que vous ne sentez pas la personne, c'est pas la peine.
Pas la peine. Il faut se sentir à l'aise. Surtout si on est intéressé à faire plus que de la psychologie, mais le somatique, la régression, tout ça, le ressenti. Pour que le corps et le système nerveux puissent vraiment se relaxer et aller dans des endroits qu'il n'est jamais allé, il faut se sentir à l'aise avec la personne qui vous accompagne. Donc ressentez, lâchez le mental et ressentez. C'est un premier grand pas, en fait, vers, C'est un grand pas vers vers le retour votre à corps, soi. vers qui nous sommes. C'est le début du chemin. Sinon, on se coupe le corps et puis on est des petites têtes là, des grosses têtes avec... Oui, on a un corps. Ouais. Donc voilà. Très bien. Merci, un grand merci, Leslie. Merci à pour vous. ta Merci. J'ai participation. adoré. Merci, Julie. Merci à vous. Merci à tous nos éditeurs d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne Maison Yuji sur YouTube. Et bien sûr, likez, surtout laissez-nous des commentaires parce que c'est le premier épisode, il y en aura d'autres et donc tout ce qui peut, tous les retours qu'on peut avoir, on en tiendra compte évidemment pour les prochains épisodes. Un grand merci également à Toulon Podcast qui nous a accueillis pour ce premier épisode. Et spécial merci à Manon qui est dans les coulisses partout où nous sommes et qui s'occupe notamment de gérer tous nos réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Merci. Merci.